Bonsoir, oui, c'est mieux. Merci pour votre présence. Merci à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville pour leur accueil dans cet amphithéâtre Bernard Huet. Et pour cette conférence donc organisée par l'association Architecture, Patrimoine et Continuité. Je suis Oscar, donc membre de cette association qui est née dans cette école et qui regroupe les architectes diplômés et étudiants du DSA Architecture et Patrimoine de l'ENSA Paris-Belleville. C'est une association qui cherche à promouvoir et créer un réseau des architectes donc, titulaires de ce diplôme et à créer donc des événements autour des questions liées au patrimoine architecturaux, urbains et paysagers. Des événements comme des conférences, hein, comme celle de ce soir, des moments de rencontres festifs, des visites d'expositions, d'édifices remarquables, de quartiers comme celui de la Maladrerie, de carrières ou d'ateliers, et aussi de chantiers, hein, comme le chantier du portique de la cathédrale d'Angers. Et par des journées aussi de formation qui sont donc ouvertes aux membres de l'association. Si vous êtes intéressé par donc les activités proposées par cette association, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à la fin de la conférence ou à nous suivre sur les différents réseaux qui sont mis là-haut. À l'issue de la conférence, nous vous proposons donc de prolonger les échanges autour d'un verre dans un moment un peu plus convivial à la Maison Bistrot, qui est 200 mètres à droite en sortant de l'école. Je laisse la parole à Stéphanie qui va vous présenter donc le cycle de conférences et la conférence de ce soir. Merci. Donc, le cycle de conférences de l'association Architecture, Patrimoine et Continuité tente de créer un espace de dialogue autour de la question liée à la préservation, à la transformation et à l'adaptation du patrimoine. Il fait se rencontrer à chaque fois deux pratiques autour de deux projets de réhabilitation d'une même typologie. Et nous avons parcouru au cours des 3 dernières années différents thèmes. Nous avons commencé par les logements, puis nous avons abordé les réhabilitations des ENSA, mais aussi les théâtres, les cinémas, et nous sommes revenus en janvier sur les logements sociaux. Nous avons consacré une journée un peu exceptionnelle sur le thème de l'ordinaire extra, où nous avons croisé différentes disciplines autour de ce thème. Et aujourd'hui, nous explorons le thème donc, de la transformation de 2 lieux de production industrielle où le savoir-faire artisanal est toujours à l'honneur. Donc, dans un premier temps, nous aurons la présentation de la transformation de la manufacture de Riom, une manufacture de tabac, en nouvelle manufacture pour Hermès. Elle sera présentée par Moïse Boucherie de Trax Architects et de Jean-Marc Bittet de ABDPA, qui sont en place. Et ensuite, nous écouterons le récit de la transformation du site verrier de Meisenthal, raconté par Guillaume Aubry et Cyril Gauthier de Frix Architects, qui attendent. Donc, nous vous remercions d'être venus partager vos aventures avec nous ce soir. Je vais laisser de nouveau la parole à Oscar qui va vous présenter Trax Architects et ABDPA. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour parler donc de la réhabilitation des anciennes manufactures de tabac de Riom en manufacture de maroquinerie. Donc Moïse Boucherie, vous fondez en 2014 l'agence Trax avec Jérémy Griffon que vous avez rencontré durant vos études à l'ENSA Nantes. Trax, donc, qui est basé à Paris et Rennes et qui développe une pratique architecturale frugale ancrée dans son contexte géographique, qui soit
urbain, rural, paysager. Donc vos projets sont tous issus de la commande publique, majoritairement des équipements scolaires, culturels, sportifs, et tirent parti des ressources du milieu, des ressources matérielles et immatérielles du milieu dans lequel ils s'implantent, donc les matériaux biosourcés, les savoir-faire. Votre pratique est récompensée à plusieurs reprises, les 40 Under 40, prix régional et prix national de la construction bois, pour n'en citer que quelques-uns. Jean-Marc Pité, vous rencontrez durant vos études à l'ENSA Paris-Belleville Jérémy Debois et Antoine Brochard, avec lesquels vous fondez en 2013 ABDPA. Vous êtes également titulaire d'un DSA Architecture et Patrimoine de l'école des hautes études de Chaillot. Donc votre agence bénéficie de votre spécialisation et de cette sensibilité à la pratique du projet architectural sur les patrimoines dans leur diversité, pour développer donc une pratique architecturale de maîtrise d'œuvre, de restauration, réhabilitation, transformation de monuments classés ou inscrits, mais aussi d'édifices patrimoniaux, ainsi que de diagnostics préalables et d'études de faisabilité sur des édifices et des ensembles patrimoniaux. Trax et ABDPA collaborent pour la maîtrise d'œuvre donc de la réhabilitation des manufactures de tabac de Riom en manufacture de maroquinerie, livrée en mars 2025. Ce projet de rénovation d'un ensemble de bâtiments aux typologies constructives variées bénéficie des pratiques, des spécificités de vos deux agences, et nous vous remercions de nous le présenter ce soir. Merci beaucoup. Peut-être on commence. Merci pour la présentation de l'agence. Très succinctement, donc oui, on est l'agence Trax, on est au total 17 architectes à Paris et 5 à Rennes. Et on a rencontré l'agence ABDPA un peu par hasard sur des références voisines dans le Gâtinais, dans le 77. On avait été recommandés les uns les autres, on avait visité des bâtiments respectifs. Et lorsqu'on a été retenu pour ce concours, le bâtiment étant inscrit face à des toitures, on nous a demandé une compétence patrimoniale. On a essayé de nous marier avec un architecte local qu'on ne connaissait pas du tout, et nous on a dit non, on veut une équipe jeune, et on est parti à l'occasion sur ce projet ensemble. Voilà, donc on draine, nous on est mandataires, mais on draine derrière nous une équipe de maîtrise d'œuvre complète, du cuisiniste à l'acousticien, à l'environnemental, parce que les enjeux environnementaux de ce projet sont extrêmement forts. On est accompagné par Tribu, mais surtout parce que je sais pas comment dire, le programme du maître d'ouvrage est encore plus exigeant que toutes les référentiels HQE ou environnementaux qu'on connaît, et surtout extrêmement adapté à la typologie du projet. Merci Moïse. Merci pour l'invitation. Je vais peut-être, dans un premier temps, vous faire un détour, mais un détour nécessaire par l'histoire du site, et vous repositionner un peu la manufacture des tabacs dans l'histoire plus large de l'histoire des manufactures de tabac en France. Alors on commence avec une image qui peut paraître un peu saugrenue par rapport au site dans lequel on se trouve. En fait, la question du tabac, sa production et sa rentabilité est devenue très très vite une affaire d'État, puisque c'est Colbert, le surintendant des finances de Louis XIV, qui est aussi ministre de la Marine, qui décide de nationaliser, de produire en fait le tabac et de réglementer sa distribution à travers la création de grandes manufactures qui vont au départ s'implanter plutôt sur les ports français. Donc vous avez là la manufacture de Morlaix, mais qui vont progressivement prendre de plus en plus d'importance sur le développement économique et industriel en France. Il faut savoir que le tabac en fait rapporte beaucoup d'argent, donc on a vite compris que c'était quelque chose qu'il fallait maîtriser et qui permettait aux finances publiques d'avoir des revenus conséquents.
Alors, le monopole, il va durer jusqu'à la Révolution française, hein, donc Louis XIV, Révolution française. À la Révolution française, on abolit tous les monopoles, mais on va vite les rétablir, puisque sous Napoléon Ier, Napoléon Ier va aussi chercher à rationaliser les finances de l'État et va entamer un cycle de modernisation en fait, de toutes ces manufactures et va commencer aussi à développer la production de tabac, pas seulement en importation, hein, on produisait aussi du tabac en France, et va créer un service des régies du tabac qui va être un service centralisé et qui va être chargé de dessiner, de rationaliser les manufactures et la production et la distribution du tabac. Donc en fait, chaque manufacture va avoir un territoire sous sa compétence et qui va à la fois réglementer l'agriculture, donc la production du tabac, et sa transformation et sa vente. Voilà, donc c'est vraiment un monopole d'État qui se remet en place finalement au XIXe siècle, avec toute la rationalité un peu bureaucratique du XIXe siècle, où on va créer un corps central d'ingénieurs qui va mettre au point un modèle standardisé, qui va servir en fait à l'ensemble des manufactures en France, et c'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup les unes avec les autres. Alors, à Riom, c'est Eugène Rouher, qui est le ministre de Napoléon III, qui va plaider en 1862 pour l'établissement d'une manufacture dans sa ville natale. En fait, une manufacture, c'est aussi beaucoup d'emplois, c'est un dynamisme territorial important, et il va gagner, et donc on va lancer ce chantier qui va commencer en 1877 et se terminer en 1883, qui va être dirigé par un ingénieur qui s'appelle Darny, et qui va se faire aider de ce corps central d'ingénieurs, qui va lui donner le modèle, et qui est un modèle en fait, qu'on retrouve par exemple à Châteauroux, à Dijon ou à Issy-les-Moulineaux. Les manufactures sont faites sur le même plan et sur le même principe. Alors les plans, ils s'organisent de façon rationnelle autour d'une composition symétrique avec un bâtiment central de direction je ne sais pas si vous voyez, qui est situé dans l'axe ici, et les dimensions de la maroquinerie, de la manufacture sont directement liées à la quantité de tabac qu'on produit. Donc on va évaluer la quantité de tabac qu'on va avoir besoin de produire sur le territoire, on va ramener ça, donc on va produire du Scaferlati et des cigares, et on va ramener ça à une échelle de bâtiment et à des travées. Et donc chaque travée, le nombre de travées, va permettre de déterminer la taille de la maroquinerie, de la manufacture de tabac, pardon. Le site, il va s'agrandir progressivement, comme tous ces sites industriels, ils vont... pardon ? C'est peut-être mieux ? Oui, c'est mieux ? Ok. Oui, il n'y a plus de l'arsène là, je me sens touché. Donc le site va avoir une première phase d'agrandissement en 1907 qui est liée à une modernisation et qui est liée à l'arrivée de l'électricité sur le site. La production est directement liée à la source d'énergie que l'on utilise. L'électricité va amener à des agrandissements, donc des agrandissements 1906 et 1907 qui vont concerner certains des bâtiments dont on va vous parler. Et un deuxième agrandissement en 1936 qui est le grand agrandissement et qui va permettre de créer ce très très grand bâtiment sur lequel nous intervenons, et qui est un bâtiment qui est construit entièrement en béton armé par une entreprise qui n'est pas une inconnue, hein, c'est Zublin et Perrière, qui sont une entreprise de béton armé, une entreprise générale qui est spécialisée dans les constructions d'usines et dans les grands sites industriels, qui va par exemple faire la centrale thermique de Saint-Denis, qui va par exemple faire des usines de potasse dans l'Est, ou un site très connu ici à Paris, c'est les silos des Grands Moulins de Pantin en 1923. Donc voilà, c'est des ingénieurs qui sont capables de penser à la fois cette innovation du béton armé et des grands programmes industriels et leurs usages. Alors le site, il va être actif jusqu'en 1975, ce qui est quand même assez tard. Et il faut savoir que le monopole d'État de la fabrication du tabac se termine en 1990.
Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est assez récent. C'est-à-dire jusqu'en 1990, c'était encore l'État qui avait le monopole de la production et la distribution du tabac à travers la CEITA, vous avez peut-être entendu parler. Et donc le site va d'abord passer à Rion Communauté en 2004. Il va y avoir un certain nombre de démolitions qui vont être faites sur le site, une requalification d'une partie des espaces publics. C'est le moment aussi où, dans les années 2000, 2005, 2010, on commence à avoir une attention un peu plus aiguë sur le patrimoine industriel. C'est un patrimoine qui émerge à ce moment-là comme patrimoine et comme intérêt national. Donc on va le classer, enfin on va l'inscrire au titre des monuments historiques partiellement par arrêté en 2004. Et puis on va tenter de donner ça à des promoteurs privés qui vont faire une partie de l'aménagement du site, mais qui vont faire faillite. Donc ils vont faire une partie de transformation de la manufacture en logement. Les espaces publics vont être retravaillés autour, mais il va rester une partie des bâtiments qui sont ces bâtiments-là, II', le bâtiment le long R&S, qui sont les bâtiments de chargement et déchargement de la matière première, et puis ce grand bâtiment X dont on va vous parler. Alors je vais passer la parole à Moïse qui va vous faire la visite du site avant travaux. Oui, juste dans le cadre d'un concours, c'est un maître d'ouvrage évidemment privé, c'est la maison Hermès. On est invité à concourir. En face de nous, il y a l'agence Vergely. Et en locaux, il y a Bruat-Bouchaudy, qui sont des archis de Clermont, qui ont rénové la comédie, notamment à Clermont-Ferrand. C'est une période de ma vie où j'étais en plus à fond sur les images des pornes ruines, comme il disait, de la végétation un peu romantique là, qui reprend ses droits sur les ruines. Donc, j'étais hyper content de découvrir ce site en friche. Il n'a pas tant souffert de ça, ni des intempéries, ni de la végétation finalement. Il était caché derrière des broussailles. Il avait été déniché un petit peu par Hermès qui cherchait justement des sites pour s'implanter. Donc on visite ce site et là, découverte totale. En fait, le site n'est pas du tout inhabité. Il y a un habitant à l'intérieur. Ils sont deux, notamment ces deux street artistes en fait, qui ont pris le lieu. Ils s'appellent Rino et Kofi. Et en fait, leur rêve à eux, c'était de transformer ce lieu en lieu du street art européen. Et du coup, ils avaient invité tous leurs amis street artistes. Et alors, il y a des bâtiments qui sont vraiment... Ça, c'est le bâtiment I' d'une autre époque. Mais on a découvert un site, finalement, qui était... c'était un musée du street art, en fait. Et surtout, un bâtiment qui a des mensurations hallucinantes. Le bâtiment fait 10 mètres de large, à l'intérieur 120 mètres de long. Le premier étage fait 6 mètres de haut, le deuxième fait 4 mètres. Donc en fait, il y a des plateaux de 1200 mètres carrés. Et ce qui a intéressé évidemment la maison Hermès à travers cette implantation, déjà ils travaillaient en pôle, et il y a un pôle pas loin de Rion, il y a un pôle à Saya, qui est un peu la maison. Et en fait, ils ont besoin de proximité entre leurs maroquineries. J'expliquerai peut-être un peu plus tard. Mais du coup, on découvre ce site. Et ce site, il est complètement en béton, il est complètement street arté, voilà, et avec cette apothéose de visite du dernier niveau du R+3, là, qui est une espèce d'anamorphose géante avec du street artiste de partout. Donc nous, on découvre ce lieu, et en fait, les street artistes sont un peu mis à l'écart, parce qu'il y a des arrangements, je pense, bien évidemment fonciers, parce que Hermès ramène aussi à terme 300 emplois locaux. Donc ils sont mis un peu de côté, mais nous on découvre ce lieu et on tombe amoureux aussi de évidemment ces espaces complètement libres hein, qu'on aimerait voir, des fois des bâtiments qui ne présentent que de la structure. Voilà, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a rien du tout. C'est un espèce d'objet pur. Et ce troisième étage qui est aveugle, qui n'est pas ouvert sur l'extérieur, mais qui révèle un volume et en tout cas une capacité à faire du projet qui tout de suite est inspirante. Vas-y, peut-être je te laisse un peu continuer sur la rénovation. Et en vrai, ce lieu, c'est un peu le point de départ de notre intervention après. Je reviendrai sur la question des interventions contemporaines. Mais comme le disait Jean-Marc, donc il y a deux bâtiments, cette grande barre là, qui est le bâtiment X, qui est le plus récent finalement et qui est construit en béton, et le bâtiment I' qui sont à côté, qui sont issus d'une autre époque de construction. Donc, et puis je te laisse faire le détail de la réno.
En fait, on a 3 époques de construction. Là, ce bâtiment-là, il est libre, complètement libre dans tous ces plateaux parce que c'était la production des cigarettes. En fait, c'est le moment où les cigarettes arrivent. Et donc, on a des très grandes machines où la production de la cigarette, elle est linéaire. Elle a besoin de 100 mètres de long de développer et pas de porteur. Donc, c'est pour ça qu'on a ce bâtiment qui a un peu des caractéristiques hors normes. Donc on a trois époques en fait sur cette manufacture. On a la première période qui est 1877-1883, donc c'est quand ils construisent la première manufacture. En fait, c'est là qu'ils ont le plus d'argent au départ. Ils font tous les encadrements en pierre. On a des baies géminées, des baies tiercées, sous-bassement en pierre et vraiment on a le corps d'enduit sur les parties courantes des tableaux. On va avoir le premier agrandissement, on va déjà être un peu plus économe, on va garder le sous-bassement en pierre, on va garder les appuis et les sommiers des arcs surbaissés, mais tous les encadrements, on va passer en briques. Donc un peu plus économique. Et puis le troisième bâtiment des années 30, donc qui lui en fait est en béton complet. Donc toutes les modénatures sont en béton, les appuis sont en béton et les encadrements des baies sont en briques. Donc on a finalement, sur une apparence un peu homogène de l'ensemble des façades, on a 3 spécificités et 3 types de restauration de l'enveloppe. Alors on a la chance, quand on commence les recherches historiques sur le site, on traite ce sujet-là comme une étude préalable sur un monument historique classé. Donc on a tout un travail de recherche des fonds pour essayer de documenter au maximum le bâtiment, pour essayer de le comprendre, pour faire les meilleurs choix de restauration. Et on a la chance d'avoir 2 fonds d'archives assez complets. Un qui sont les documents qui ont été donnés par la CEITA à la commune et qui contiennent plus de 2500 plans, donc c'est assez colossal, avec les différentes phases de construction, d'extension et des très beaux plans. Là, je vous en ai mis un en fond, mais des plans aquarellés avec tous les dessins. On est vraiment sur la période 19e, tout est très très bien dessiné et très bien documenté. Ça va nous permettre à nous de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir restaurer, qu'est-ce qui vient dans quel sens, dans quel ordre, qu'est-ce qui est intéressant, pas intéressant. Et puis on a aussi tous les fonds RLV qui sont en fait les fonds de Rion, Limogne, Volcan. C'est ceux qui font l'acquisition du bâtiment en 2004 et qui vont quand même faire toute la série d'aménagements entre 2004 et 2020. Donc cette période-là est aussi importante pour comprendre les choix aussi de restauration antérieure qui ont été faits par les prédécesseurs. Donc le projet de mise en valeur globale, il propose une philosophie d'intervention qui est assez respectueuse et pragmatique. Je pense que Moïse va vous le raconter ensuite, mais chez Hermès, c'est des gens très pragmatiques. Donc il faut être assez simple et rigoureux. Et ça nous paraissait important aussi sur l'intervention dans un site comme ça, d'avoir un projet qui soit simple et pragmatique. Donc il y a 4 grands axes de travail. Un qui est de conserver la composition urbaine du site, c'est-à-dire avec ses tracés existants, ses accès historiques, ses grandes volumétries bâties. Donc ça veut dire qu'on va travailler le projet plutôt dans l'enveloppe capable du bâtiment, plutôt que d'aller chercher des extensions, en ayant plein d'astuces, parce que le programme ne rentre pas vraiment. C'est aussi ça la question au départ. On va restaurer soigneusement l'enveloppe des bâtiments en mettant en valeur les matériaux et la sobriété de l'architecture d'origine. Cette architecture un peu militaire, un peu de caserne, elle a beaucoup de qualité de notre point de vue, elle est plutôt bien construite et c'est finalement dans les détails qu'on peut mettre en valeur ces qualités. On va assumer de réinterpréter de façon contemporaine les éléments de l'architecture qui doivent être adaptés aux nouveaux usages. Donc il y a une nouvelle passerelle, il y a des nouveaux accès. Voilà, Moïse vous présentera toutes ces interventions contemporaines qu'on cible et qu'on essaye de calibrer là où il y en a besoin. Et puis, on investit par le programme et on met en valeur les beaux volumes internes et les structures remarquables. On vous en a déjà touché un mot, mais c'est vrai que quand on voit les premières images à la visite, on est assez ébahi par cette charpente en béton du dernier niveau. Même sur le bâtiment I-Prime, on a des grandes portées avec de très belles charpentes en bois. Donc, des charpentes en métal aussi. Donc, on a une envie de faire projet avec cette matière-là. Donc, on va d'abord conserver la volumétrie et la composition du site. Bon, ça, c'est une image du projet terminé, mais je vais essayer de vous détailler un peu le parcours de la restauration de l'enveloppe. Et puis après, Moïse vous expliquera comment on a travaillé sur le fonctionnement du projet. Alors, on a 3 typologies de bâtiments, c'est ce que vous avez là.
Je vous ai fait voilà, trois tranches comme ça de la restauration. On va être assez simple sur la restauration. On va avoir un sujet d'abord sur les couvertures. En fait, les couvertures ne sont pas en état d'être conservées, donc on va devoir les déposer. On va recycler une partie des tuiles qui vont servir à restaurer le bâtiment S en attente, et l'autre partie va être concassée et recyclée. Et on a tout un sujet sur le chevronnage d'origine et sur le niveau d'altimétrie de la toiture, où on va conserver les abouts de chevrons qui dépassent et les queues de vache pour venir les réimplanter et pouvoir quand même isoler la toiture avec un système de caisson. Donc là, vous avez un peu les abouts moulurés des chevrons qui sont conservés. Le travail sur la couverture, alors il y a tout un travail, comme on est inscrit monument historique, on ne peut pas ouvrir comme on veut, avec n'importe où, des ouvertures en toiture. En tout cas, c'est un vrai questionnement de projet, de négociation avec la DRAC. Et donc, on va concentrer toute la technique qui est extrêmement complexe dans un projet comme ça, sur les versants non visibles, en fait, depuis la rue. Donc, on le voit un peu là, hein, on a les versants visibles à l'extérieur, et en fait, on a un versant creux avec un chaînon encaissé. Et donc, toutes nos prises d'air et nos rejets vont se faire dans ces parties-là. Et puis, on va créer, Moïse va vous en parler, un grand patio central qui va permettre d'amener de la lumière et d'irriguer le projet dans les bâtiments I'. Il va y avoir tout un travail de restauration soigneux de la pierre. Donc on a globalement des encadrements en pierre qui sont plutôt bien conservés, mais certains ont été tout simplement tronçonnés, ouverts au gré des besoins industriels. Donc on a certaines parties qu'on va devoir restituer, d'autres qu'on va conserver telles quelles. Mais on fait un travail assez fin de restauration des encadrements en pierre. Et puis un travail de reconfiguration des baies où on a des impostes qui sont destinés à faire de la ventilation et qu'on va prolonger pour faire des encadrements en pierre qui vont servir à faire les nouveaux accès au site. On a de la restauration des bétons, aussi sujet complexe puisque ce bâtiment est entièrement en béton, donc il y a toute une phase de diagnostic pour déterminer le degré de conservation des bétons. Et on va avoir, là on voit les appuis qui sont en cours de restauration, tout un travail assez fin sur la restauration de ces modénatures en béton qui avaient disparu un peu parce qu'elles étaient recouvertes par des badigeons et des peintures et qu'on va mettre en valeur en fait dans les façades restaurées. Et puis, gros sujet qui peut paraître anodin, mais on a un enduit qui est un peu particulier, qui est un enduit tyrolien. Alors, les enduits tyroliens, ils ont été un peu décriés parce que c'est devenu un enduit de promoteur à un moment donné. Mais là, c'est un enduit tyrolien des années 30 qui est fait à la chaux à la main et qui est en assez mauvais état, qui est très sale. Vous l'avez vu sur les photos du départ. Et on va avoir une double approche. On va travailler en conservation sur une partie des enduits et en restitution sur les parties qui ont été les plus endommagées. Et donc on va avoir toute une série d'essais pour essayer d'arriver à reproduire cette texture très particulière. Et après 10 essais à la machine, c'est finalement le retour à la main avec la machine d'origine qui est ce petit outil à projeter. En fait, vous avez des pales métalliques qui tournent et on la fait tourner. Et finalement, c'est l'opérateur qui règle en se reculant et en s'avançant par rapport au mur, la densité du grain et la manière dont la lumière va se prendre sur les enduits. Donc on a un travail sur aussi les liaisons entre les parties restaurées et les parties conservées, puisqu'on a conservé, je dirais, au moins 40% des enduits des façades en place. Voilà, donc un travail d'harmonisation. Et voilà un peu le avant-après sur d'où on vient sur l'extrémité, la proue du bâtiment X. Donc avec des enduits qui étaient très sales, très encrassés, qu'on a conservés sur les panneaux bas. On a refait les panneaux, les panneaux en haut et les panneaux en bas. On est venu dégager toutes les modénatures en béton, donc qui apportent une sorte de douceur aussi dans la lecture du bâtiment. On avait un contraste un peu violent là dans le rapport entre les panneaux et les encadrements. Et puis on va restaurer soigneusement tous les encadrements des baies, avec un traitement de la menuiserie assez simple. On vient simplement exprimer la croisée d'origine sans reproduire tous les petits bois qu'il y avait à l'origine et qu'on négocie avec la DRAC de façon à pouvoir aussi loger de temps en temps des ventelles
pour toute la question technique d'amener ou de rejet d'air ou de sécurité incendie. Je vous montre aussi un avant-après sur la partie où on a aménagé une courette en cour anglaise à l'arrière pour les salariés qui étaient dans cet état-là quand on est arrivé. Et puis pour terminer, voilà le travail qui est fait sur les encadrements des baies qui permet de retrouver un plein pied des deux côtés du bâtiment. Et je passe la parole à Moïse. Merci Jean-Marc. C'est pour ça qu'il était là, Jean-Marc. Merci beaucoup parce que on n'aurait pas été capable seul de pouvoir avoir et cette analyse et ces interventions. Donc je ne sais pas comment professionnel que vous êtes travaillerez en binôme avec des archis qui n'ont pas forcément la formation, mais pour nous ce binôme et cette dualité, elle était capitale en fait pour le bâtiment, même si on a une appétence pour le patrimoine. On n'avait pas forcément la compétence. Et du coup, comment est-ce qu'on intervient sur un bâtiment classé de manière la plus méthodique et chirurgicale? Déjà, c'est de conserver tout ce qu'on peut, clairement. De réadapter un bâtiment qui a une vocation industrielle par un nouvel outil industriel. Donc ça, c'est aussi une thématique clé, contemporaine, au plus haut point pour nous, en tout cas. Et de réussir le pari de transformer ces édifices pour un nouvel usage et leur donner une vie pour de nouveau 150 ans. Et on a une première thématique, c'est la question du déjà là, donc on essaye de moins déconstruire possible. La question des façades classées. Ce qu'a pas dit Jean-Marc, c'est que lorsqu'on a fait le concours, il y a eu des itérations avec la DRAC. La DRAC donnait son avis sur les propositions des concurrents. Et on a eu des premières propositions qui ne sont pas les définitives, qui ont été refusées par la DRAC, donc on pensait avoir perdu le concours. Et finalement, on a changé notre fusil d'épaule et on a proposé ce grand bandeau filant pour aller irriguer en lumière ce niveau magnifique là, sous les combles, avec les poutres cintrées en béton. Une nouvelle entrée et une connexion, parce qu'en fait, il y avait des passerelles qui connectaient tous ces bâtiments qui ont disparu. Donc on a créé une passerelle contemporaine de ce côté-là. Ce qu'on ne voit pas, c'est que de l'autre côté, il y a aussi une grève contemporaine qui a une protection solaire en même temps qu'un préau pour la terrasse extérieure. Et dans ce bâtiment I, il faut savoir que le bâtiment, il fait ses 2 ailes de 14 mètres. On parlait de portée impressionnante, mais le bâtiment fait 28 mètres d'épaisseur. Donc vous dire qu'au milieu, il fait nuit, c'est une cata. Donc pour donner un nouvel usage industriel et des gens qui travaillent au quotidien, il fallait qu'on puisse creuser cette masse, et on l'a fait en son cœur avec un patio qui irrigue en lumière à 360 et qui permet de donner un second jour, en tout cas une deuxième lumière à tous les espaces ou presque d'ateliers. Donc c'est vraiment les gros enjeux. Et après, l'intervention à l'intérieur est aussi un peu monumentale, parce qu'on a creusé aussi sur le hall d'accueil juste après l'entrée du parvis, la grosse croix ici, là. On a fait un immense trou. C'est aux proportions d'ailleurs, c'est 14 mètres par 14 mètres par 14 mètres, ça donne un peu le volume généré en cassant, en découpant chirurgicalement 2 planchers. Mais ça, c'est le plancher du R+1. On aperçoit, vas-y, reviens un coup en arrière, pardon. On aperçoit les 2 bâtiments II' et des ateliers. On commence à apercevoir un peu les fonctions qui se génèrent autour. Je vais en parler un peu succinctement après quand même, parce que c'est l'intérieur du projet. Donc, recloisonner un bâtiment qui est vide, c'est frustrant, et en même temps, c'est aussi lui donner un espace de vie. C'est quand même souvent des cloisons vitrées, il y a des co-visibilités partout. Le bâtiment, il reste traversant en ventilation naturelle, donc on peut, sur l'épaisseur des bâtiments, ouvrir les fenêtres d'un côté et de l'autre. Donc il y a quand même une porosité à l'œil, malgré le fait qu'on doive recloisonner pour des questions réglementaires, de feu, d'évacuation, etc. Et en coupe, on aperçoit justement ce grand volume magistral, donc là qui est occupé par, on aperçoit les escaliers et les garde-corps, mais on a un grand vide qui lui aussi vient donner un espace d'accueil central pour les 300 personnes qui travaillent dedans. Ça reste une manufacture, hein, les gens qui travaillent le cuir produisent un sac, parce que c'est des lieux de production de sacs. Ils produisent un sac du début à la fin. C'est pas à la chaîne, c'est vraiment. Hein, ils ont un côté artisanal. En tout cas, c'est ce qui se passe. Ils récupèrent les peaux et construisent des sacs en une pièce. Et ils ont un lieu. Il y avait besoin d'un lieu de rassemblement. Et on a fait ce hall un peu un théâtre élisabétain avec ses coursives hautes, qu'on puisse avoir des conférences collectives pour tout le monde, des accueils, des annonces de résultats aussi, parce qu'ils sont tous en concurrence un peu les uns avec les autres.
Donc voilà un peu ce lieu, et on aperçoit au-dessus de ce grand vide, voilà, le triangle avec la partie cintrée, qui a été un des sujets à la Cladrac, parce qu'on a surélevé avec des caissons de toiture de 30 cm, donc on a dû regérer toutes les héberges périphériques. Et on a ouvert voilà, avec les parties de vitrage en pied. Et on aperçoit en élévation l'élément en connexion entre les deux bâtiments X et Y, hein, qui sont complètement transparents au premier étage parce que c'est des flux de personnes, et complètement opaques au rez-de-chaussée parce que c'est des flux de matière, et c'est très secret, et c'est très surveillé, entre guillemets. Et après, tu as l'autre coupe, voilà, on parlait du patio dans le bâtiment I, donc on aperçoit l'élévation du bâtiment X. Mais voilà, ce grand creux généré au cœur du bâtiment qui permet justement d'avoir des proportions et des prises d'air et des prises de lumière et redonner une vie possible aussi à ce lieu. Donc ça, c'est les interventions contemporaines avec cette passerelle qui donne à voir aussi cet usage de flux humains de bâtiment à bâtiment, et au rez-de-chaussée cet inox un peu dépoli qui permet de conserver de manière contemporaine aussi la question du rythme, des proportions de façade et des calpinages existants pour pas non plus détériorer en simulant un petit peu sa transparence alors qu'elle est vraiment complètement opaque. Donc ça, c'est un peu l'image un peu du projet, parce que c'est la synthèse, cette image est un peu la synthèse de tout. On aperçoit même le banc, qui est une poutre qu'on a découpée, qui est réemployée tout en mobilier extérieur, pour en faire l'anecdote. Et à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y en a. Donc ça, c'est la petite axonométrie de la passerelle, de la marquise, qui est une marquise, pareil, qui fait 4,5 mètres d'épaisseur, à 6 mètres de haut, et qui est greffée dans les structures du bâtiment. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de console. Il y a François-Xavier qui a suivi l'opération, qui est là, que je remercie encore. Mais ça a été beaucoup de travail aussi. On a laissé, entre guillemets, un peu l'enveloppe patrimoniale sous la gouvernance de l'agence ABDPA, en discussion avec les lots concernés. Et nous, on s'est approprié la partie contemporaine et évidemment toute la partie intérieure. Et en fait, voilà, cette grande marquise vient aussi faire de la protection solaire passive, parce qu'on est plein sud et on donne sur des vitrages qui font 6 mètres, qui donnent dans le hall, et qu'on n'avait pas envie d'avoir des surchauffes, donc c'était extrêmement bien localisé. Et de l'intérieur, on aperçoit des petites fenêtres, mais ça donne aussi accès à cette terrasse. Ce hall a aussi une projection en transparence. Ça, c'est un aperçu d'une photo pendant les travaux. On aperçoit la structure dénudée, les premières découpes qui commencent à avoir lieu pour des raisons techniques, etc. Mais c'est bien, ça donne un peu le visuel de ce qu'est un chantier full béton en découpe. Et voilà cet atrium central qui a un peu l'effet waouh d'entrée, et qui vient cumuler cet atrium aux proportions un peu folles, et qui se continue avec le restaurant d'entreprise pour les gens qui mangent aussi sur place. Donc c'est le lieu du croisement des flux, du croisement aussi col-blanc-col bleu, parce qu'il y a un principe de fonctionnement de la maroquinerie où il y a un vis-à-vis et des croisements qui doivent s'opérer, et c'est aussi dans ce lieu qu'elles se font, en essayant de faire disparaître la question de la surveillance et de la production. On a découpé chirurgicalement, voilà, avec des scies, on a passivé les aciers, et on aperçoit au R+2, là vous apercevez la dalle qui fait 13 cm d'épaisseur et qui porte 1 tonne au mètre carré. C'est aussi tous ces éléments qui ont séduit, je pense, le maître d'ouvrage dans l'acquisition de ce bâtiment. C'est qu'avec une dalle de 13 et un bâtiment qui fait 120 mètres par 10, ils peuvent porter 1 tonne au mètre carré partout sur le bâtiment. Donc pour un usage industriel futur, eux aussi ils ont des machines, eux aussi ils ont des éléments qui ont des besoins de portance. Et ça a été un peu un choix risqué pour eux, et puis finalement réussi, dans le sens où ces dalles, on a fait le pari, et donc là elles sont habillées en bois pour les étages de distribution, parce qu'on a refait des coursives, mais on a conservé les dalles existantes, donc les 3600 mètres carrés de plancher. On a réussi à les poncer, à les récupérer. Donc en fait, on a récupéré le gravier, on dirait un granito italien, c'est magnifique. Surtout une économie de projet clé, c'est-à-dire qu'on peut conserver une dalle des années 30 qui fait 13 cm, qui est un mélange entre 9 de dalle et 3 de chape, poncer la chape et remettre récupérer. Et on aperçoit là aussi la poutre en béton là, qui est découpée, qui vient faire support comme ça, un peu en balançoire, des paliers d'accueil des escaliers, métalliques et bois. Voilà, je te repasse peut-être la parole pour les images historiques. Bon, on vous a remis quelques images parce que ça nous paraissait... c'est vrai que c'est un sujet assez rare, en fait, qu'une maroquinerie
une manufacture remplace une manufacture, en fait, que finalement des usages industriels reprennent place dans des usages industriels antérieurs. Souvent, c'est plutôt des programmes culturels qui viennent prendre la place ou d'enseignement, enfin voilà, des choses plutôt de cet ordre-là, mais qu'on ait finalement un programme industriel qui reprenne la place d'un programme industriel, c'est assez rare. Et ça, on vous a remis la photo de la production des cigares à l'époque. Et voilà, ça c'est le bâtiment B, donc c'est pas exactement la même structure parce qu'on a des poteaux en fonte, mais c'était pour vous donner un peu une idée du monde qu'il y avait dans ces manufactures. Et Moïse va vous expliquer comment on a refait fonctionner aussi une manufacture Hermès dans un schéma vertical qui était une première pour eux. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du fonctionnement très, très symbolique. En fait, quand on répond à un programme, quel qu'il soit, il faut qu'on corresponde aux usages du maître d'ouvrage. Et les process industriels de la maison Hermès, ils sont extrêmement précis. Ils les font évoluer d'ailleurs en continu. Et comme je le disais, pour des questions de portance, des questions de flux, des questions de surveillance aussi, et de fabrication, ils ont tout le temps des maroquineries qui s'étalent de plein pied dans des bâtiments qui ressemblent souvent à des entrepôts. Et en fait, à part une qui est à Pantin, qui est une de leurs premières maroquineries, c'est une des premières qui est verticale. Donc c'est-à-dire que nous, on a dû challenger, s'approprier tout leur mode de faire, comprendre, on a visité au total 8 maroquineries, comprendre comment tout fonctionnait, pour pouvoir le verticaliser, gérer distinctement les flux du personnel, les flux de la peau, les flux des outils, les flux des sacs lorsqu'ils sont terminés et qui passent aussi dans un élément de sûreté. Ils font face aussi au très grand banditisme. Donc, du coup, il y a des niveaux de sûreté qui sont très, 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 très impressionnants. Et la question de l'accueil de ces personnes. Et ils fonctionnent pour fabriquer un sac, ils récupèrent la peau, et c'est que des sachants, c'est que des gens qui ont l'expérience de la construction des sacs, qui sont en capacité de découper les peaux, avec des machines numériques, mais quand même. Et du coup, ces personnes-là se retrouvent au milieu des artisans qui fabriquent les sacs. C'est-à-dire qu'ils ont un atelier piquage et un atelier, pas coupe, mais en tout cas piquage et construction des sacs. Donc c'est les oranges et les jaunes là, qui forment des grandes familles et qui fonctionnent comme ça. Et le bleu, c'est la matière, et les rouges, c'est les flux humains. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit initialement, c'est que nous, on a fait un premier concours pour Hermès, pour une construction d'une maroquinerie neuve dans les Ardennes, que Col Défi a gagné à notre place. Et du coup, on avait ce savoir, on avait compris comment fonctionnait, et on a capitalisé finalement sur ces 2 expériences de concours. Et on a réussi à correspondre, en tout cas à réussir à correspondre à leurs attentes, ce qui n'était pas aisé, sur la maîtrise de ces flux. Voilà, et ça c'est un atelier dans le bâtiment I qui est en charpente de bois, donc pas du tout la même identité. Je vais un petit peu vite sur la question de définition. Le grand atrium vu dans l'autre sens avec ses compositions intérieures, avec des façades intérieures, extérieures. Le grand patio central avec la question des brises-soleil qui deviennent des grilles de CTA, qui est tout un jeu sur la maîtrise solaire et sur les enjeux techniques, on parlait tout à l'heure Jean-Marc. Et là, bon, c'est pas la plus belle photo qu'on ait, mais parce qu'il y a des espaces un peu plus libres, mais c'est pour montrer qu'on a réussi à ouvrir les bords. Et en fait, on a une vue sur la chaîne des montagnes des Puys. Donc en fait, quand on est au 3e étage, on est donc à 14 mètres de haut, perché on voit toute la cité historique, pas loin, et de l'autre côté, on voit la chaîne des montagnes lointaines. Mais voilà un petit peu, là, on est au R+1, donc on n'a que 4 mètres sous plafond. Mais ça montre un petit peu comment on s'approprie un espace libre et comment on lui redonne vie. On est isolé en biosourcé, on a rénové les planchers, on a rénové les chapes de manière très, très succincte. Tout est absorbant acoustiquement, etc. Et voilà une petite photo pour montrer aussi le paysage qu'on donne à ces personnes qui travaillent là, ces 300 personnes qui travaillent là. Et ce rapport intérieur-extérieur là, entre la petite terrasse personnalisée qui va avec le grand hall. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter? Et voilà, et la vue un peu globale du bâtiment, allumé le soir, qui montre quand même que c'est une opération qui fait 8600 mètres carrés, donc c'est quand même colossal, il n'y a pas de sous-sol, mais voilà, ça a été fait en respect vraiment du déjà là, et tout ce qui a été créé a été fait avec beaucoup d'attention sur le site. Voilà. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. On va laisser peut-être la place à
Fricks Architectes pour la deuxième présentation. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. On peut avoir un deuxième micro. Donc, on est avec Guillaume Aubry et Cyril Gauthier, deux des trois Fricks Architects. Vous êtes basés à Paris et depuis 2007, vous mêlez recherche, expérimentation, conception autour d'installations artistiques, de plusieurs échelles qui vont de l'installation artistique jusqu'à la construction d'équipements culturels rayonnants. Vous avez notamment livré la MECA à Bordeaux avec Big, le Learning Center du Palais de Tokyo et l'an dernier le musée zoologique de Strasbourg. Donc vous avez aussi réalisé de nombreuses scénographies au Muséum, au Louvre d'Abu Dhabi, à la Cité des Sciences. Et la scénographie itinérante pour le musée Rodin est d'ailleurs toujours en itinérance et actuellement en Bourgogne-Franche-Comté. Au Creusot. Merci pour la précision. Et vous ne vous arrêtez pas au lieu culturel. Vous avez par exemple dernièrement livré la réhabilitation d'un local industriel à Montreuil pour en réaliser une cuisine pour migrants avec les cuistots migrateurs. Et votre travail a été plusieurs fois récompensé à JAP, 40 Under 40, entre autres. Et il affirme un regard attentif aux contraintes urbaines et insuffle de l'optimisme dans chaque projet, une certaine décontraction de l'acte de construire qui fait du bien. Donc vous avez insufflé plusieurs lieux culturels au sein d'édifices industriels tels que la Comuna et la FRAC à Romainville. Et ce soir, vous allez nous présenter la transformation du site verrier de Meisenthal. Donc, cette aventure avec l'agence Soil a commencé en 2015 par le concours et je vous donne la parole pour nous en dire davantage sur cette œuvre et puis sur votre démarche. Voilà. Merci. Bonsoir. C'est parti. On va répéter tout ce qu'a dit Stéphanie. On s'appelle Fricks, on est trois associés. Guillaume, Cyril et Yves qui est au milieu sur la photo. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Yves qui a suivi le chantier du projet qu'on va vous montrer. Donc si c'est bien, c'est nous. Si c'est Voilà. pas bien, c'est à cause de lui. C'est une photo qui date. À force, on a un petit peu bougé, mais on est toujours là. On a effectivement eu le prix AJAP en session 2010. Et nous, ça a été vraiment... ça a déclenché tout ce qui suit parce qu'on travaillait, on avait fait 2 projets à ce moment-là. Et c'est un peu quand on a eu ce prix-là qu'on s'est demandé est-ce qu'on y va vraiment, est-ce qu'on monte une agence avec un cabis, toute la partie administrative, tout ça. Et donc c'est grâce à ça qu'on s'est vraiment lancé, qu'on s'est posé les vraies questions, les bonnes questions pour nous. Et qu'après, quelques années après, au culot, on a envoyé un petit mail à Big en leur demandant de s'associer avec nous pour faire le concours de la MECA à Bordeaux. Quelques années après, on a eu un prix européen dont la limite d'âge est moins de 40 ans, donc on l'avait eu à l'époque. Et à l'agence, on fait effectivement de l'architecture, mais également de la scénographie, et on travaille beaucoup aussi avec la vidéo. Et on essaye de trouver un juste équilibre entre tout ça. Par rapport au sujet de ce soir et au projet du site verrier de Meisenthal qu'on va vous montrer juste après, à travers ce projet, on a dû se poser pas mal de questions concernant le patrimoine et la réhabilitation. Et par exemple, quand on pense patrimoine, il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait patrimoine. Et il y a aussi des arbitrages à faire et des grosses discussions à avoir avec les monuments historiques et les ABF, bien sûr, mais il y a une part d'analyse et de comprendre l'histoire du lieu. Et quand on la comprend, on peut avoir des avis plus tranchés sur qu'est-ce qu'on peut garder ou pas dans le périmètre.
Il y a toujours, justement, dans qu'est-ce qu'on peut garder ou pas, il y a du coup cette question de la démolition. Il y a également la question de la réhabilitation, et c'est pas si naturel de donner des secondes vies à des bâtiments, et souvent on redonne vie avec des programmes qui ne sont pas a priori adaptés au gabarit, aux techniques du bâtiment dans sa première vie. C'est pas un projet à nous, hein. On aurait Non. aimé faire ça, mais c'est pas nous. Mais donc il y a pas mal aussi de techniques dans les projets de réhabilitation pour que le bâtiment ait l'air de fonctionner naturellement à la fin, en fait. Il y a beaucoup de règles à respecter, à contourner, il faut jouer avec tout ça, hein, c'est le jeu, et c'est un peu comme une recette de cuisine. À la fin, il faut quand même que le gâteau il soit bon. Et qui dit réhabilitation dit que des cas spécifiques, c'est toujours de l'acupuncture, et donc il y a toujours des sujets de sur-mesure, et de vraiment dialoguer avec le contexte et de réfléchir avec le contexte que l'on trouve. Et donc je vous invite à plonger dans le site de Meisenthal. Quelques chiffres, 7000 et quelques mètres carrés de projet, quasiment totalement réhabilités. Il y a des endroits qui sont restés un peu en l'état, mais quand même au global, pour 12,5 millions d'euros hors taxe, qui n'est pas dingo en termes de budget. Mais pour cet endroit et ce projet, c'était quand même assez fou. C'est un village de 600 habitants, perdu dans la forêt, à 1 heure en voiture au nord de Strasbourg. Le centre du village, ce n'est pas la place de l'église, mais c'est l'usine donc de production verrière. La première implantation verrière date de 1711, donc c'est vraiment historiquement lié à la production verrière. On n'est pas loin des sites de Saint-Louis et Lalique, donc c'est vraiment une vallée, un bassin lié à la production verrière et à la cristallerie. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de silice pour faire du verre, donc il y a pas mal de sable autour, beaucoup de forêts de bois pour alimenter les fours. Aujourd'hui, les fours sont au gaz. Alors, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais c'est encore au gaz. Ils ont des factures de gaz démentielles, mais en tout cas, à l'époque, c'était au bois, parce qu'il faut vraiment chauffer les fours. Et il faut de l'eau, et on se trouve au-dessus d'une petite rivière, Meisenthal, c'est la rivière des mésanges. Et donc, le site est posé sur une petite rivière, ce qui rajoute une petite complexité de réhabilitation. D'infiltration. Et donc on arrive en voiture par le haut, ça c'est vraiment l'arrivée en voiture, on voit le site d'en haut, donc on voit vraiment l'usine et ces deux cheminées. Et donc cette grande usine, pour vous repérer, vous le verrez plus tard sur d'autres images, mais en fait c'est l'addition à l'époque de 2 bâtiments que vous devinez ici, là, et vous avez toujours les cheminées, ceux-là, pardon, et vous avez toujours les cheminées pour vous repérer. Et il y avait des wagons qui amenaient le charbon, par exemple, sur le site. Vous vous repérez à nouveau avec les cheminées, vous avez toujours l'église qui est à côté, que vous verrez sur certaines photos. C'est assez singulier, l'église est vraiment à côté. On sent que le nombril du village est l'usine, quoi. Photo d'époque. L'usine a fermé en 1969 avec un dernier coup de sirène, et nous on a assisté à la relance de la sirène au moment de la livraison, la rénovation en 2021. Mais le site avait réouvert en 1981, monté par des anciens souffleurs verriers qui avaient gardé le savoir-faire et qui du coup a relancé un semblant d'activité verrier, alors pas du tout à l'échelle de ce qui se faisait à l'époque. Meisenthal, c'est vraiment lié à ce qu'ils appellent le verre usuel. Donc c'est la gobeletterie, c'est les petits verres, les gobelets, les carafes. Ce qui est très différent de Saint-Louis et Lalique, qui sont vraiment plutôt la belle vaisselle, la belle cristallerie qu'on sort jamais de l'armoire. Mais donc voilà, on a un rapport très différent en tout cas à la production verrière. Il y a d'ailleurs une brocante du verre chaque année qui est organisée par l'association et qui mélange un peu tous ces savoirs verriers, toutes ces typologies de verre. Et donc ça a été relancé autour d'une activité qui est donc historiquement liée au site, qui serait a priori, il n'y a pas de trace absolue, mais l'invention de la boule de Noël. Donc moi, je ne suis pas un grand fan de boule de Noël, Cyril non plus, Yves non plus. On arrive un peu là-dedans en disant, bon, qu'est-ce que c'est que cet endroit qui fabrique des boules de Noël ? Et en fait, chaque année, ils invitent un ou une designeuse à produire la boule de Noël de l'année.
avec du coup une offre, on va dire un business plan plutôt intelligent, parce que c'est vraiment soufflé. On n'a pas d'action On n'a pas d'action. On n'a pas d'action sur. On les achète plein pot. C'est vraiment soufflé à la bouche. On va vous montrer quelques images, et c'est vraiment produit à la main. Mais du coup, ils arrivent à une espèce d'économie d'échelle à produire des boules de Noël qui coûtent entre 15 et 20 euros, quelque chose comme ça. Donc, quand on a de l'argent, on refait tout son sapin. Quand on n'en a pas tant que ça, on peut acheter chaque année une boule. Et du coup, il y a quelque chose de très démocratique aussi dans ce qui est produit à cet endroit. Et on va parler un peu de l'archi du bâtiment. Mais juste, et pour continuer juste 2 secondes sur les boules on de a Noël. dit qu'on se coupait toute la soirée. Ouais, pour juste une dernière précision sur les boules de Noël. Parce qu'en vrai, c'est hyper chouette parce que chaque année, c'est une nouvelle surprise et c'est top secret. On n'a pas le droit toute l'année de révéler quelle va être la boule de Noël. Donc, dans le parcours que vous verrez, on a dû cacher certaines zones de fabrication parce que vraiment, il y a un secret défense pour que le jour J, tout le monde... C'est presque ridicule. Ça n'a rien à voir avec Hermès. Où Ouais, on comprend les enjeux industriels. Il n'y a pas de vol, nous. Là, ils ne veulent pas nous dire à quoi ressemble la boule de Noël chaque année, puis ils tirent le rideau chaque année, et tout ça. Allez, dis-nous. Bon, voilà. Mais ça crée une espèce d'événement. C'est autour de quoi, de octobre, novembre, souvent, la révélation. Et du coup, le petit village est envahi de visiteurs qui veulent absolument leur boule. Donc, il y a des sujets assez rigolos. Donc là, vous êtes sur le site tel que nous, on l'a découvert et tel qu'il fonctionnait déjà dans sa première vie dans les années 80-90, avec des ruines et des bâtiments existants. D'accord ? Donc vous avez le premier bâtiment dans lequel il y avait déjà des expositions, qui est le musée du verre. Avec une collection Art Nouveau, Émile Gallet, des pièces assez chouettes. Bâtiment du 19e, fin 19e, je crois, celui-ci. Ouais. Un deuxième bâtiment qui est le Centre d'Art Verrier, le CIAV, là où ils fabriquent le verre, là où ils font les fameuses boules de Noël. Qui est le bâtiment le plus ancien, donc celui-là du 18e siècle, et c'était le bâtiment de gravure sur verre. Et ensuite, la grande halle, qu'ils appellent Cadam aussi, dans laquelle il y avait déjà des expos d'art contemporain, avec des pointures, hein. Erwin Wurm, il y avait plein de... Daniel Buren. Buren aussi qui est passé, des grands noms du monde contemporain, et des concerts dans cette grande halle qui est une passoire thermique, acoustique, tout ce que vous voulez. Mais bon, donc le site fonctionnait déjà comme ça, mais ils étaient un peu arrivés au bout de ce que pouvait donner le site par rapport au succès grandissant des visiteurs. Oui, parce que du coup, donc, entre novembre et décembre, se vendent 50 000 boules de Noël. Je répète, 50 000 boules de Noël. De gens qui viennent chacun acheter leurs boules de Noël, parfois une par une. C'est une espèce de dynamique incroyable à organiser. Et donc le site explose. C'est vraiment un petit village, les gens se garent partout. Et la grande halle qu'on va vous montrer accueille ponctuellement des concerts de 3000 personnes. Donc c'est vraiment un site qui est en surchauffe ponctuellement, dans un contexte très rural. Ouais. Donc là, vous avez des photos de l'existant. On va aller assez vite. Vous devinez justement le palimpseste, là, les fantômes des 2 bâtiments qui avaient déjà été regroupés en un seul bâtiment. C'est ça qui est assez beau sur ce site, hein, c'est qu'il y a une lecture des couches de l'histoire qu'on a essayé de garder et de prolonger. D'autres vues de la façade côté église, des vues à l'intérieur de la halle où il y avait des anciens fours, que vous voyez ici par exemple. Un portique existant qui servait justement, il y avait les wagons là, qui arrivaient avec les rails, et le portique servait à extraire le charbon pour les faire passer en dessous, pour aller au sous-sol, pour alimenter tous les fours, par exemple. Et vous commencez à le deviner, il y avait toute une série de niveaux différents, d'altimétrie un peu complexes, des passerelles qui avaient été un peu rajoutées, et des bâtiments un peu annexes qui parasitaient un peu la lecture générale. Il y avait les fours déjà en marche dans ce bâtiment, ici. On voit le fameux musée côté rue de l'autre côté. Ils ont mis des Velux en PVC dans les années 90. Là, ici, ouais. Une expo permanente
de l'époque. Dans son jus. Très... Il y avait de la moquette partout, sol, mur, plafond, moquette. C'est facile de... C'était déjà bien, déjà mais bien. bon. Le dernier étage, qui a été assez bluffant, qui était la charpente de ce bâtiment, avec une coque type bateau, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était une technique de l'armée pour faire une charpente en bois très rapide. En gros, c'est des modules qui font, je crois, pas plus de 2 mètres, c'est ça, Ouais, de long, ouais. et qui sont posés en quinconce, en écailles de poisson, Et donc ça qui fait des permettent croix. de construire une voûte complète. Ouais, super, et très beau. Et d'autres bâtiments annexes, Palimpseste. ouais, dont une fameuse moulothèque, c'est pas une blague, ça s'appelle comme ça, où ils entreposaient tous les moules, sachant qu'en fait, pour souffler le verre, il faut un moule en fonte ou en bois, dans lequel on met le verre chaud qui sort du four, et on souffle, et du coup, il prend la forme de la surface périphérique. Et donc, ils avaient élaboré toute une technique et développé des moules, mais les moules, c'était du temps et beaucoup d'argent. Donc, à partir d'un moule, ils arrivaient à générer plusieurs formes. Parce qu'après, une fois qu'ils avaient eu la première forme, ils continuaient la forme à l'extérieur du moule. Et les bâtiments de la chimie, ils s'appelaient comme ça. Ouais. Donc, notre réaction, quand on a vu tout ce site-là, qui était déjà en fonctionnement, il y a eu 2 réactions. On s'est dit qu'il fallait simplifier le site et en même temps, l'ultime demande du concours, parce que c'était un concours, c'était aussi de ramener un 4e bâtiment qui ferait office d'accueil et qui serait un peu la porte d'entrée sur ce site. Et donc, on a essayé de nettoyer le plus possible ce site industriel, justement de juger qu'est-ce qui devait rester, qu'est-ce qui pouvait rester, qu'est-ce qui avait de l'intérêt dans le propos général et qu'est-ce qui était de l'ordre du parasite. Et on a essayé également de régler toutes les histoires d'altimétrie, parce qu'il y avait vraiment des circulations hautes et des circulations basses. Et on avait en tête la plaza de Beaubourg, vous voyez, où on descend gentiment dans le hall. Et à travers ce schéma, on a essayé avec un simple geste urbain de topographie, la topographie haute qui rejoint la topographie basse, on a essayé de donner des accès des 4 programmes au rez-de-chaussée, de façon la plus simple possible pour faciliter la lecture du site qui était jusqu'alors très complexe. Et donc, on a un parcours visiteur, si vous voulez, où on peut rentrer comme on veut depuis la place centrale dans les 4 programmes. Et en même temps, on a créé une passerelle qui permet d'enchaîner tous les programmes si on est rentré dans le musée, par exemple, sur la droite. Tadam. Vas-y. Vas-y, tadam. Oui, donc, en fait, je vais faire une grande phrase d'architecte. Faut accepter aussi, quand on travaille sur un projet comme ça, d'être au XXIe siècle et de faire entrer ce bâtiment dans son époque. Et donc, sans parler nécessairement de gestes ou de signatures, l'idée d'y apporter quelque chose de signifiant, qui vaille le coup aussi, parce que d'un coup, donc on est resté en site occupé quand même sur tout le temps du chantier, mais on vient quand même contraindre un bâtiment qui marche, les habitudes des gens qui y travaillent, les habitudes des visiteurs. On doit aussi contenter des financeurs. Alors, dans notre cas, c'était surtout des financements État, DRAC, un peu de financement municipaux, un peu de financement européen. Enfin, tout ça pour dire qu'à la fin, quand on inaugure un bâtiment, il faut qu'il se soit passé quelque chose. C'est super d'avoir résolu toutes les problématiques intrinsèques au bâtiment, de ventilation, de sécurité, d'accessibilité, etc. Mais il y a besoin aussi peut-être de donner une espèce de nouvelle dynamique ou de nouvelle... de nouvelles dynamiques quoi, pour relancer un petit peu l'activité du bâtiment. Et donc cette idée de travailler la topographie, c'est vraiment fait de façon assez simple et légère. Donc on a travaillé, on l'a dit, Stéphanie a dit en introduction, avec l'agence Soil basée à Brooklyn, où on a vraiment du coup considéré, dézoomé ce projet comme un projet finalement plus urbain qu'architectural. On a vraiment travaillé à l'échelle de l'îlot sur la connexion par l'espace public de l'ensemble de ces bâtiments. Oui, et c'est toujours la place du village.
Et donc, on y accède d'où on veut. On peut y accéder de ce côté, accéder de ce côté, passer sous la nappe et accéder de ce côté. Il y a même aussi des connexions privées pour les gens qui se garent à l'arrière de ce côté. Voilà. Il est très perméable. Pile quand on était dans les phases de dessin, il y a eu des attentats à Paris, donc il y a eu un énorme stress. Est-ce qu'il faut tout barricader? On a réussi à passer cette étape anxiogène. Mais voilà, on a essayé d'avoir cette attitude urbaine qui faisait le liant avec des programmes concomitants. Donc vous avez quelques vues en axonométrie, sachant que, on ne l'a peut-être pas dit assez clairement, mais voilà, le nouveau bâtiment accueil boutique, on le met sous cette topographie et il s'adosse à une fontaine existante du village. Quelques vues telles que ça se passe aujourd'hui. C'est une vue de la passerelle qui permet de connecter deux des bâtiments. L'idée, c'était aussi de trouver autant que possible, dans la complexité du site, une forme de lecture, de compréhension un peu intuitive du site. Quand on arrive là, de quelque endroit qu'on soit, où on a trouvé à se garer, il faut qu'on comprenne assez vite où est l'accueil principal, où est le musée, où est la halle, où sont les espaces des verriers. Et oui, la cheminée, elle penche. Oui. On lui a fait un petit corset en métal pour qu'elle penche pas plus et qu'elle ne tombe pas. On fait vite un tour justement des fameux accès, tous au rez-de-chaussée. Là, vous devinez l'accès pour aller dans la salle de concert ou la salle d'expo. Là, vous avez les accès hauts qui amènent du coup dans cette place centrale. Les accès qui amènent au musée, sachant que dans les caves du musée, il y avait le premier four historique, donc trouvé intéressant dans la narration du projet de rentrer par là et de comprendre d'où ça partait. Vous devinez la passerelle qui connecte les salles d'expo au centre d'art Verrier, on le verra plus tard. On fait le tour, on arrive au point de connexion entre la topographie haute qui touche la topographie basse, et du coup, n'importe qui peut vraiment se balader en haut, en bas, de façon assez simple, autour de cette place centrale. Vous voyez cette connexion ici, là. On voit du coup ces deux bâtiments, mais on va rentrer à l'intérieur. Donc la structure en béton que vous avez vue tout à l'heure a été réhabillée pour accueillir une partie de l'administration. Et on a fait un jumeau de ce bâtiment en béton, un faux jumeau, qui est aussi un bâtiment en béton, mais avec les angles arrondis, bouchardés, qui accueille le nouveau four, parce qu'il y avait besoin d'un nouveau four pour augmenter la production, qui est plutôt le four vraiment dédié à la production un peu plus intensive que les visiteurs voient très peu, alors que les autres fours sont plutôt des fours des vrais fours, mais des fours de démonstration aussi. Qui est celui pour la phase secrète. On revoit un peu l'accès partie basse, quand il y a vraiment des concerts où il y a 3000 personnes qui doivent rentrer d'un coup, et le bas du corset, qui est un sujet qui arrivait en plein milieu. Ce n'était pas prévu au début, mais voilà. On a fait un tour complet. On revient au point de départ, si vous voulez, où on devine la boutique, l'accueil boutique, qui est du coup un volume rajouté avec l'existant, l'ancien bâtiment de chimie qu'on vous a montré tout à l'heure, qui était un bâtiment en briques qu'on a voulu conserver. Et donc, on a essayé de dialoguer avec cet existant, avec une structure qui passe devant, derrière, qui permet d'avoir une terrasse qui donne sur la place centrale et la partie boutique à l'arrière, avec un grand escalier circulaire qui permet d'arriver sur une mezzanine en haut, où on a un point de vue dès le début sur le site pour comprendre ce qui se passe. Excusez-moi. Ta maman qui t'appelle. Presque. Je continue. En gros, c'est un site qui a besoin quand même de médiation parce qu'il est complexe. Il est complexe dans son histoire et dans ce que les visiteurs sont amenés à voir. Beaucoup des gens qui y vont le connaissent déjà par cœur et nous attendaient d'ailleurs au tournant au moment de la réouverture. Mais c'est important d'avoir ce point de vue d'entrée avec du coup une vue sur l'ensemble du site pour bien comprendre la façon dont il marche. Ça, c'est quand on rentre du coup dans les espaces du musée. Alors, ça a été aussi intéressant de retravailler complètement la scénographie et toute l'histoire de la fabrication de ce site et du coup d'accompagner vraiment les visiteurs dans la fabrication, d'abord artisanale, puis finalement industrielle du verre soufflé. Vous avez quelques images ici. Vous voyez la charpente
en partie haute. On a mis plusieurs expos qui ont eu lieu déjà. Voilà. C'est un endroit qui est très, très, très dynamique. Il est vraiment porté par des gens assez incroyables. Et donc, sans faire trop d'efforts, c'est un endroit qui est très vivant. Les expos sont toujours hyper intéressantes. Ils ont une charte graphique hyper chouette. Enfin, ça fait plaisir aussi de travailler pour des gens qui portent, qui accompagnent le projet avec envie, avec goût, avec enthousiasme. Donc, on n'a pas eu du tout à lutter pour le coup. Les espaces sont vraiment hyper, hyper bien occupés. Et c'est une raison du succès aussi. Hein. C'est un miracle culturel dans un petit village comme ça, de mélanger autant de programmes différents. Et c'est surtout grâce aux utilisateurs qui sont des gens passionnés, fabuleux. Ça aide beaucoup. Bon, beaucoup de vases, hein, beaucoup de verres, beaucoup de vases. Il faut aimer. Il faut aimer le verre et les vases. Et donc il y a un moment une présentation de toutes les verreries, toutes les cristalleries. Donc il y a une vitrine dédiée à Meisenthal évidemment, mais on voit aussi ce qui se passe dans les autres cristalleries, notamment Lalique et Saint-Louis. Voilà la passerelle du coup qui connecte le musée dont on vient de faire le tour et les espaces qui étaient donc les anciens espaces de gravure sur verre pour les décorations, qui sont du coup toujours les espaces de production verrière du Centre international d'art verrier. Et c'est tout l'intérêt de cet endroit, c'est que d'abord on voit l'expo et ensuite en gros on va voir comment ça a été fabriqué. Donc pour les enfants et les groupes scolaires, c'est vraiment parfait comme dispositif. Un petit espace d'expo tempo sur les productions en cours. Et ça, donc, c'est un espace qui existait déjà avant notre intervention et qu'on a gardé exactement dans l'état. C'est un peu à l'américaine, en même temps c'est à la bonne franquette, c'est un peu entre les deux. La personne qui est en bas, c'est un souffleur verrier qui a un petit micro et qui présente ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire au moment de le faire. Et donc les gens se trouvent au-dessus. Il fait très chaud, les fours ça monte à 3-4 000 degrés, donc la chaleur monte par strates. Donc c'est un peu une épreuve aussi de rester à écouter la présentation, mais on voit vraiment un des objets qu'on vient de voir dans l'expo temporaire être en train d'être soufflé et fabriqué, donc c'est quand même assez fascinant. Mais d'ailleurs, du coup, cette chaleur, on en a tiré parti, on l'a emmagasinée, gardée pour la remettre dans le chauffage en hiver. Vous voyez, voilà, la dextérité qu'ils peuvent avoir. On continue le parcours, on va arriver dans les deux bâtiments rajoutés, si vous voulez, qui sont les nouveaux fours, les bureaux toujours du Centre d'art verrier. Vous les voyez ici. Et là, typiquement, voilà, on a vraiment dialogué, discuté avec une cheminée existante. Donc, quand on parle d'acupuncture, c'est ce genre de situation. Qui a été réutilisé pour des évacuations hautes de ventilation, pour le coup. Donc, on a mis un petit peu de verdure sur le toit. C'était demandé dans le PLU. On a un peu de mousse sur le toit. Les faux jumeaux, voilà, les twins, avec les visiteurs hein, qui penchent un petit peu aussi. Hein. Et donc voilà, il faut imaginer que la fameuse passerelle nous amène dans le dispositif qu'on a vu juste avant avec les démonstrations, et il se continue par ce couloir, cette passerelle haute qu'on a prolongée et qui arrive jusqu'à la grande halle tout à la fin. C'est vraiment un parcours guidé comme ça. Et donc en dessous, c'est les nouveaux fours et on a fait un cadrage où en gros on voit un morceau, mais s'ils veulent se cacher pour la partie top secret de la boule de Noël, ils peuvent le faire aussi. Ou ils ferment la fenêtre. L'histoire continue, je me souviens plus, ça vient de nous ou ça vient d'eux ? Ça vient d'eux. Mais c'était le titre du concours presque. Mais c'est important parce que c'est un projet qui... Nous, on a fait une étape. Voilà. On est arrivé, il y avait déjà une histoire avant, il y en aura une après. Et ça a ce sens-là, l'histoire continue. C'est que là, on est à un moment donné. Voilà. Et à la fin de ce parcours, on arrive dans la grande halle en partie haute. Du coup, là où il y a des concerts et des salles d'expo. Et on a proposé, dès l'arrivée en haut, d'avoir un grand cadrage sur ce qu'on devine. Là, vous êtes collé à la fenêtre là-haut. Vous voyez ce qui se passe dans la grande halle, parce que des fois, elle est accessible, parce qu'il y a une expo disponible, mais des fois, ils sont en installation. Donc, on voulait quand même éviter la frustration de rater un bâtiment. Et donc, même s'ils sont en installation, on peut quand même jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe et comprendre l'échelle, en fait. Parce que de l'extérieur, on ne se rend pas du tout compte de l'échelle. C'est immense.
Et ça raconte aussi une part de l'histoire du site. Si on est dans un dispositif classique, concert ou exposition, on est revenu en fait en partie basse, si vous voulez, avec la place centrale. On a fait une trémie pour faire un appel pour accéder sur l'escalier. Et il y avait d'énormes gestions de flux à réfléchir parce qu'effectivement, des fois, il y a 3000 personnes d'un coup qui rentrent. On arrive sur ce fameux plateau, on redevine à l'arrière le palimpseste qu'on a vu en façade avec des très beaux cadrages aussi existants qu'on a gardés. Toute cette partie, c'était tellement beau qu'on n'a rien touché. Pas de budget non plus pour ça. Enfin, on a fait la trémie ici, etc. Voilà. On vous montre quelques expos qui ont déjà eu lieu dans l'espace. Et il y a un dialogue entre contemporains et anciens qui est vraiment fascinant. On va vous l'expliquer plus, mais il y avait une demande d'améliorer la salle et d'avoir une salle comme une SMAC, en fait, donc une salle ultra performante en termes d'acoustique et de dispositifs sonores, et avec une capacité plus petite que les 3000 places. Et donc, on a proposé de construire une salle pluguée dans la grande salle existante, et vous devinez un mur ici qui est l'arrière de la salle, mais vous allez mieux comprendre après. Sachant que ça fait 8 mètres de haut. Donc là, vous avez la salle vide lors de la livraison, et on vous a mis des photos, par exemple, quand il y a là, c'était, je sais plus, c'était Thomas Fersen, je pense, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance quand le mur est ouvert, que derrière, il y a la scène, en fait. Et là, vous avez 3000 personnes. Là, c'est en configuration assis, mais ça peut être aussi en dispositif debout. Et donc, si on regarde en coupe, tout ce que je vous ai montré, c'était de ce côté, hein, dans la grande halle. Et donc, nous, on a proposé de mettre une salle dans l'autre sens et donc de partager une scène qu'on appelle du coup une scène biface. Et soit on peut jouer dans la grande salle avec la scène ici, soit on a vendu moins de billets et on est là et on regarde le concert de ce côté-là. Et ça a été rendu possible grâce à un mur acoustique qui est une double paroi avec des murs mobiles qu'on peut ouvrir. Donc vous devinez l'arrière de la salle ici, là, qui est celle-ci, d'accord ? Au début, dans nos premiers dessins, elle sortait plus. Au final, elle a été plus rentrée on a pris une travée en plus à l'intérieur. Il y a des accès techniques avec des rampes, on n'a pas plus de photos là, mais en gros, même l'idée, parce qu'il y a aussi beaucoup de théâtre et de cirque qui font des représentations là-dedans, donc l'idée c'est de rentrer même avec sa camionnette directement sur le plateau intérieur. Là, on est dans la nouvelle salle, côté 300 places assises. Vous devinez, donc là on est dedans, vous devinez la scène et l'arrière de salle. Et les gradins, ce sont des gradins mobiles, donc on peut les ranger. Il y a toute une série de configurations que vous allez voir. On peut ouvrir du coup l'arrière de salle et on a une vue sur cette grande halle. La scène, on peut la déplacer, donc il y a tout un dispositif à l'infini avec une compagnie de danse, un concert, du théâtre. Chacun fait comme il veut en fait. Là, vous n'avez plus de scène, par exemple. Si on regarde la même chose de l'autre côté, on ouvre les portes, on a la scène. La scène, on peut même la sortir si on veut. Donc c'est vraiment comme on veut. On peut l'enlever. Vous devinez les gradins au fond. Les gradins, on peut les avancer aussi. On peut même les sortir dans tout l'espace. D'autres vues. On aime bien les gradins, on a mis plein de photos. Ouais. Mais on aime bien cette photo parce qu'on a l'impression que c'est un Photoshop presque, comme si on a mis une carte postale au fond. Et donc ces gradins, voilà, ils sont rétractables, etc. Donc pour aussi avoir, je crois que c'est 700 places debout dedans quand même. Il y a beaucoup de photos, on va vite. Ça c'était le jour de l'inauguration. Et il y a des programmes annexes autour. Donc il y a du bar à côté où il faut vraiment faire de la quantité parce qu'ils se font souvent submergés.
Ils boivent beaucoup. On est dans l'Est. Hein. Ça boit Il y a beaucoup. beaucoup de pompes à bière, 7 pompes à bière. Non, il y a des loges qui donnent sur l'église, c'est très paisible. Et dans les parties hautes, il y a tous les bureaux, parce qu'il y a une équipe qui doit gérer tout ça, mine de rien. Et donc il y a des bureaux où ils reçoivent les artistes, où ils font les programmations, etc. Il y a aussi, je crois qu'au début, il y avait 2 salles de répétition, mais à la fin, il n'y en a plus qu'une pour les groupes locaux. Et du coup, on l'avait positionné à un endroit où ils pouvaient venir à n'importe quelle heure sans attendre que tout le dispositif soit ouvert. Vous voyez voilà, un peu le dialogue entre l'ancien et le contemporain en termes de matériaux. On est dans les sous-sols. Là. Et on ressort à l'extérieur avec les fameuses fenêtres carrées qu'on devinait dans la halle, par exemple. L'arrière du bâtiment boutique avec le bas qui est la fontaine. On aime bien ce genre de photos parce qu'il y a de tout. Il y a du pavillonnaire à l'arrière, il y a les voisins qui sont passés, il y a la nappe qui monte beaucoup, il y a le bâtiment en dessous. Et tout ça, voilà, c'est dans un village, dans un paysage très visible. C'est aussi pour ça, parce qu'on a demandé pourquoi c'est tout béton, etc. Il n'y a pas un manque de nature, il n'y a pas un besoin de créer un parc en plein milieu, parce qu'on est entouré de nature. On a un 360 de forêt, et on vous a mis des photos de chantier aussi. C'était un chantier d'Égyptiens, parce que du coup, il fallait tout faire, évidemment, comme le disait Cyril tout au début, sur mesure, avec des existences. Et l'intérêt et le gros problème de la réhabilitation, c'est qu'on n'a évidemment aucun document un peu fiable sur lesquels se baser, donc tout est hyper expérimental et itératif. Et donc tout s'est fait avec de la structure bois et voilà, des entreprises et des ingénieurs qui ont essayé de faire ça du mieux possible. Et quand on disait par phase, c'est qu'en gros, ils vivent vraiment de leur économie. Et donc, par exemple, la grande halle, on l'a divisée en 2, une partie chantier, une partie exposition-concert. Ils devaient continuer à vivre. Je sais plus, je crois qu'on a divisé en 3 phases. À un moment, on a fait le musée, mais on n'a pas fait le... On est très long, il y a plein de gens qui parlent. le CIAV. Et d'autres phases de chantier. La nappe. Ouais, donc chantier long, évidemment pas du tout anticipé dans nos propositions d'honoraires, donc projet pas du tout rentable, mais on fait ça pour l'amour de l'art. Non, en vrai, c'est un des sujets quand on travaille sur des sites occupés. On appréhende finalement assez mal ce que ça implique en termes de ressources humaines et de présence sur le site. Mais ça nous a demandé beaucoup de temps. Ouais. Le fameux tunnel avec Yann de Soil, la connexion entre les bâtiments, la charpente qu'on a, on a isolée par l'extérieur et on a changé les Velux par de jolies fenêtres en losange. Et une des façons dont la place peut être activée avec un espèce de festival Mad Max. Et on vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous, à vous 4, pour ces 2 présentations. Dans ces 2 présentations, on remarquait une vraie... rencontre avec le lieu ou avec toutes ces couches qui étaient déjà présentes et que vous avez tenté en fait de continuer, comme vous avez dit, l'histoire continue et je crois que les 2 démarches sont avec cette optique. On a la trace des fers dans la poutre qui sont toujours visibles. Il y a toujours des choses un peu brutes qui montrent que ce n'était pas comme ça avant et donc je trouve que ce sont 2 très belles histoires. Et je voulais aussi vous remercier pour cela et me tourner vers le public pour voir si vous avez des questions particulières sur chacun des projets qui relient. Ou si... Oui, j'ai une question. Bonjour, merci pour cette conférence à tous. Et j'aurais une question d'abord pour Frix et après une question commune pour Trax aussi et ABDPA sur chacun des projets.
C'est pour Frix, vous nous avez parlé du phasage du projet et de comment vous avez organisé ça pour la partie concert, etc. Mais j'aurais bien aimé de savoir comment vous avez géré plus le côté verrerie, comment ils ont pu continuer de travailler ou s'ils ont dû s'arrêter pendant une certaine période. Et après, la question commune, c'était plus savoir, parce que comme ça reste des réhabilitations, il y a des sujets hyper précis qu'on découvre que en phase de chantier. Et savoir s'il y a des problématiques que vous avez eues en phase de chantier, par exemple, des découvertes, qui ont amené à des remises en question des intentions du projet ou à des redimensionnements, enfin des choses ou si vous avez réussi à trouver des solutions qui ont permis de conserver vraiment vos idées originales. Est-ce que l'envie est-ce qui vous avait fait gagner le concours, par exemple? Je réponds sur la partie phasage, peut-être. Il y avait deux sujets sur la présence du verre. Il y avait donc le musée avec la collection de verre, et heureusement que en tout cas une bonne partie de la collection ait pu sortir du site, parce que les vibrations du chantier font que c'est la seule chose qui vraiment met en péril le verre. Le verre souffre assez peu de la lumière ou des changements de température ou d'hygrométrie. C'est pas des collections très compliquées, mais les vibrations, c'est ce qu'il y a de pire. Donc ça, c'était un sujet qui a dû être évacué. Par contre, sur la production VR, on n'a rien pu arrêter, mais c'est une production qui est très ponctuelle. Ils produisent vraiment comme des fous de septembre à décembre, en gros, et après, il y a une période de pause. Donc nous, on a vraiment calé le phasage chantier sur leur phasage de production verrière. Donc on s'est adapté à l'activité pour phaser le... Donc c'était pas un phasage très logique d'un point de vue purement archi, voilà, mais c'était logique du point de vue de leur organisation à chaque fois. Et je vous laisse répondre sur les surprises. Merci, j'imagine que aussi vous avez l'autre surprise sur un chantier pareil. L'existence, c'est toujours évidemment des surprises. Ça a été souvent aussi des fois des déceptions, parce qu'on pensait avoir anticipé plein de choses, et puis dans un bâtiment où il n'y a pas de seconde œuvre, on pensait pas avoir trop de surprises. Il y en a eu deux majeures. La première, c'est la découverte d'un contrôleur technique un peu trop chiant, pour rester poli, et qui a fini par nous faire justifier le bâtiment existant d'un niveau sismique et de connecter notre création contemporaine dans l'existant et lui dire que on est en zone sismique 3, c'est plus de dôme, enfin, c'était débile. Si jamais il y a un tremblement de terre, tout Rion s'effondre, il restera au moins la maroquinerie d'Hermès, ça sera déjà bien. On a coulé des piscines de béton. Non, mais il faut réaliser le contresens total. Et la deuxième, c'est juste le petit bâtiment, peut-être c'est toi qui en parlera le mieux. Il y a un petit bâtiment de sanitaire qui était greffé, qui lui a été inscrit. Et... qui est celui qui coûte le plus cher au mètre carré de tout le site, alors qu'il est un peu insignifiant dans la programmation, mais c'est un petit bâtiment qui était assez complexe et qu'on n'avait pas forcément appréhendé comme un enjeu majeur. Et il s'est avéré qu'une fois qu'on avait déposé tous les doublages et les restes, il y avait du plomb, donc il a fallu le déplomber dans le site directement. Il y avait un système de cave qui était une fosse, qui était la fosse de récupération des sanitaires, mais qui en fait était sous le bâtiment, mais qui n'était pas visible, qu'on a découvert dans le chantier, qu'il a fallu combler. Et donc ce petit bâtiment de 5 mètres par 4 a finalement condensé beaucoup d'efforts et beaucoup de complexité, puisqu'en fait ces sites-là sont très contraints en chantier. Enfin, je pense que vous c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de surface pour stocker, il n'y a pas beaucoup de surface pour travailler. Quand on a 10, 12, 17 corps d'État qui interviennent, il y a toute une question de pilotage et de coordination de tout le monde dans l'espace et dans le temps. Et dès qu'il y a une problématique nouvelle qui intervient, j'imagine que votre question de cheminée à stabiliser, ça a dû arriver à un moment où vous auriez préféré que ça n'arrive pas. Et donc voilà, on a toujours des surprises comme ça, mais je pense que si ça fait partie des challenges à relever pour les archis, quoi. On arrive souvent à trouver des solutions assez intelligentes. Ce qui est dur, c'est d'arriver à les faire passer dans les règles. Vous en parliez au début. Moïse parlait parfois du contrôleur technique, mais ça peut être d'autres problématiques de règles qui sont compliquées à adapter à l'histoire de ces bâtiments qui sont assez anciens, quoi, qui n'ont pas été conçus pour ça. Je ne sais pas si vous voulez compléter. C'est intéressant parce qu'on a eu l'expérience inverse. Je me rappelle de Yves qui parlait du contrôleur technique qui n'était pas du tout sur le coup, pour le coup. Et lui renvoyait des alertes en disant « Vous êtes sûr que vous avez bien regardé tel doc ?» Parce qu'il donnait très peu de préco et on avait l'impression d'être un peu
sans filet, enfin sans personne pour nous dire quoi faire. Et puis aussi, peut-être on ne devrait pas le dire, mais c'est trop tard, j'ai commencé la phrase. Donc il n'y a que l'église, nous, qui était vraiment un objet architectural observé. Donc on est dans le périmètre de l'église, donc on a eu à travailler avec des ABF. Mais qui se sont intéressés aussi assez tard au projet. Et quand on dit assez tard au projet, après il y a eu un changement d'ABF entre-temps, voilà, mais ils ont vraiment fait la visite de site après le début du chantier. Et donc une partie des préconisations ABF n'avait pas été suivie. Voilà, donc il y a des choses qu'on a changées, des fenêtres qu'on a bougées, qu'on n'aurait pas dû bouger. Voilà, donc il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas du tout prévues dans les précos ABF, mais qu'on a eu trop tard et qu'on a dû arbitrer en chantier. Donc on a dû négocier après d'autres choses, en compensation de tout ça. Mais voilà, il y a eu une espèce d'aller-retour un peu chaotique avec l'ABF. Ouais. Vous oubliez tout ce qu'il vient de dire, ok. Non, je pense à quelque chose, c'est l'entreprise de Gros Œuvre qui a géré tous les bétons. Ben, en fait, elle avait un peu sous-estimé le sujet. Et donc, elle a amélioré au fil du projet ces bétons aussi. Donc, il y a une espèce d'histoire des sols et des murs en fonction de sa capacité grandissante à améliorer le process. Merci beaucoup déjà pour cette conférence, c'était super. Et j'avais une question pour Trax et ABDPA. Il n'y a pas si longtemps, j'avais lu un livre de Victor Burgin qui s'appelait Le temps des ruines, qui expliquait en fait l'histoire d'un café, le café Tachlik qui était à Istanbul, qui a été construit sous Atatürk dans un super jardin public, etc. Et qui, avec le temps, en fait, est aujourd'hui devenu... le bâtiment, il est toujours là, mais c'est devenu un café d'un hôtel 5 étoiles super privé, quoi. Et ça, il expliquait en fait que aujourd'hui, avec le capitalisme, en fait, la ruine, elle perdait son statut de ruine parce que c'était réinvesti. Et quand je vois ce bâtiment, on voit un peu cette même idée avec cette espèce de temple du street art que vous avez le devoir en tant qu'architecte qui respectait en fait, les demandes du client d'effacer cette partie du bâtiment. Et en fait, comment est-ce que vous avez appréhendé ce fait de garder en fait, le patrimoine architectural, mais devoir aussi effacer l'histoire des gens qui ont habité dedans en partie, quoi. C'est une bonne question. Déjà parce que nous, on a découvert ce lieu et en fait, on ne connaissait pas tout ce qui se jouait politiquement autour de ce foncier. Il faut savoir que toutes les rénovations précédentes, c'était aussi la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'il y a une question de rentabilité aussi d'un bâtiment déjà construit qui n'a plus de statut. Il était quand même en très bon état. Enfin, il avait l'air comme ça, très, très en ruine, mais finalement, il n'a pas eu trop de sinistrabilité. Il y a eu des échanges de compromis sur la question capitaliste, parce que Hermès fait partie quand même du CAC 40. Il y a eu des productions, des échanges de livres, production d'un livre sur l'histoire de la maroquinerie, mais sur son aspect street art qui est sorti. Et nous, surtout, dans les doublages, on a tout gardé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une histoire, une archéologie du bâtiment. Demain, s'il est rénové et qu'ils refont les doublages, ou que le bâtiment est remis à nu comme il l'était à l'origine, tout est là. On n'a pas fait de nouveaux percements, ou très très peu. Vous avez vu sur l'identité extérieure avant-après. Il y a le street art du R+3 qui a disparu parce qu'il était sur les poutres et puis sur les faux plafonds qui ont été rénovés à neuf, mais tout le reste a été complètement conservé, notamment en toutes les façades intérieures des R+1 et des R+2 du bâtiment X. Mais oui, nous on défend l'objet public, la construction publique beaucoup. C'est un de nos rares projets en construction privée. Et c'est toujours une question est-ce qu'on laisse un bâtiment se dénaturer et puis avoir une vie qui aboutit, ou est-ce qu'on lui donne un nouveau souffle? C'est la question de construire ou pas construire. Il y a plein d'autres questions qui émanent derrière celle-ci. Donc nous, on correspond à un programme, on est sélectionné à un concours, et puis on essaye d'y répondre du mieux qu'on peut. Et finalement, l'identité des clients, finalement, elle est aussi décorrélée de notre production, quoi. En fait, cette histoire longue, on l'a sur tous les sites. Enfin, vous en avez parlé aussi, c'est le palimpseste, les choses qui se superposent. Et là, dans ce cadre-là, ce qu'on a fait pour documenter, c'est qu'on a fait un scan complet de tout. Il y a eu un scan complet et un relevé photographique complet de tout le
graphe qu'il y avait sur place, quoi. Et il y a eu un livre qui a été fait sur ça spécifiquement. Donc, à un moment donné, il faut accepter qu'une partie de cette histoire avance, en fait. Et je pense que aussi Rino, qui était sur place depuis plusieurs années, avait conscience que ça allait s'arrêter. Enfin, ça n'allait pas devenir peut-être le nouveau musée français du graphe à Riom, mais que voilà, il y a un nouvel usage pour ce bâtiment et qu'il faut accepter. Alors, c'est vrai que nous, on s'est dit, on travaille pour les archéologues dans 50 ans qui vont découvrir des fresques derrière tous les doublages, en fait. Donc, on a vraiment gardé au maximum tout ce qu'on pouvait sur les façades intérieures. Merci beaucoup. Okay. Oui, bonsoir, merci également pour la conférence, c'était très très intéressant. J'avais une question sur les relevés en fait, des bâtiments. Comment vous procédez en fait? Est-ce que vous redemandez systématiquement un relevé sur l'ensemble ou est-ce que c'est selon la demande du client? C'est quoi un peu la philosophie? Parce maintenant il y a beaucoup de technologies avec les nuages de points, les survols par drone. Est-ce que vous travaillez plus par 3D, pas avec de la 2D? Enfin, c'est un peu des questions comme ça qui me venaient à l'esprit. C'est très variable. Alors moi, je viens des monuments historiques, donc le relevé, c'est fondamental. Et si vous êtes en DSA patrimoine, vous devez avoir des cours sur les relevés, parce que le relevé, c'est à la fois technique et matériel, mais c'est aussi une manière de comprendre le bâtiment. Enfin, c'est un travail aussi documentaire. Donc, quand on commence à faire du relevé et à s'intéresser aux traces archéologiques, on fait de l'archéologie du bâti et on essaie de comprendre l'objet qu'on a sous les yeux. Alors, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de chaque sujet. En patrimoine, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des scans 3D complets des bâtiments avec de la photogrammétrie par-dessus. Donc, on fait des nuages de points sur lesquels on vient appliquer la photogrammétrie. Ça, c'est ce que je fais à l'agence maintenant. Là, depuis 4-5 ans, c'est devenu assez standard. Avant, on faisait des orthophotos et un peu de photogrammétrie en plus du relevé géomètre. Et on vient toujours nous redessiner par-dessus les relevés de base. Parce que les relevés sur les bâtiments existants sont souvent mal dessinés. C'est-à-dire que c'est sous-dessiné. Alors, le géomètre, il n'y a pas les épaisseurs, il n'y a pas la composition des planchers, il n'y a pas comment la structure principale réagit par rapport à la pénétration dans un mur. Donc toute cette compréhension-là, nous on vient la documenter dans les premières phases du projet, en complément des relevés. Et il arrive aussi parfois qu'on demande des relevés complémentaires après les démolitions ou après les curages, au tout début des opérations, parce que en fait, c'est un moment où une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on va commencer vraiment à rentrer dans les opérations, où on a besoin de restabiliser les plans, parce qu'il peut y avoir des écarts, il peut y avoir des différences avec le relevé initial où le géomètre avait simplifié des choses, des altimétries, et là, typiquement à Riom, on a eu des questions d'altimétrie, de plancher qui n'étaient pas bonnes, et le nombre de marches n'est pas bonne, enfin, voilà, donc le calage des ascenseurs, enfin, il y a plein de choses qui sont importantes et qui viennent se refaire en chantier. Sur l'ascenseur, parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui est dénué de second œuvre, donc il n'y a pas besoin de faire de post-curage. Et surtout, nous, on n'a pas fait finalement, ça a été une économie de négociation avec l'entreprise qui a remporté le marché. Il n'y a pas eu de scan 3D ou de passage de géomètre. On avait déjà des documents de base qui étaient cotés partout, etc. Et donc déjà, il y avait des trémies d'ascenseurs qui devaient passer entre des poutres d'étage en étage. Et puis on s'est dit forcément s'aligner, pas du tout. Et aussi découvrir que dans des trames structurelles en béton, même si c'était en 1930, en fait, il y avait des irrégularités de cotes. Et comme nous, on avait les cotes archi sur une base de plan, en fait, arrive un moment où on est dans le réel avec les entreprises et ça ne marche pas et personne ne comprend pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a une poutre qui est décalée de 15 cm en plan et ça nous a généré des problématiques et des compréhensions qui paraissent bénignes, mais en fait qui étaient... Donc oui, il faut faire un relevé, on recommence tout, il faut tout scanner, il faut tout refaire parce que sinon vous allez au-devant de problématiques qui peuvent être très lourdes pour la suite, quoi. Sincèrement, nous, on ne s'en souvient pas, parce que le projet... on s'est posé la question. Mais on pense que, si on parle de ce projet, en Meisenthal, nous, le concours, il date de 2015, avant le Covid, et on croit se rappeler qu'il nous avait fourni déjà tous les plans scannés de tous les bâtiments, parce qu'il y avait déjà une histoire enclenchée, etc. Néanmoins,
en ayant travaillé pour le Palais de Tokyo, en ayant fait un projet d'aménagement à l'intérieur ou en ayant fait une scénographie au Musée des Arts décoratifs récemment, à chaque fois, même quand on a des plans qui ont l'air le plus fiable possible, effectivement, il y a toujours un mur qui est mal placé ou un poteau qui n'est pas au bon endroit, etc. Donc, de fait, on confronte une théorie avec une réalité. Donc, de toute façon, on doit réajuster quelques données, effectivement. Ouais. J'y pense, mais je vais dire l'inverse de ce qu'on a dit. Mais, pour un autre bâtiment qu'on a livré il n'y a pas longtemps, donc le musée de zoologie de Strasbourg, qui est un bâtiment du 19e, où on avait pour le coup un relevé géomètre hyper précis, nuage de points. Voilà. La complexité, c'est qu'à la fin, il n'y a aucun angle droit réel. Les fenêtres qui sont toutes quasiment identiques en fait dans le plan, elles font 127,2, 127,8, 127,9. Hein. Et donc pour ce projet, on a pour le coup fait l'inverse, on a simplifié le relevé qui était a priori très très précis, pour aussi avoir le cerveau un peu plus léger pour penser la sérialité d'une façade où toutes les fenêtres sont identiques en vrai. Et puis arrive plus tard le moment où on rentre en phase pro et on commence à rentrer vraiment dans la virgule. Et puis les entreprises reprennent leur maîtrise et puis on connaît la suite de l'histoire. Mais il y a une espèce de, je pense, de juste équilibre à trouver entre effectivement la poutre bien placée pour faire passer l'ascenseur et puis pas être non plus dans la virgule parce que ça rend fou. Sinon, effectivement, sur de la réhab, rien n'est droit, rien n'est d'équerre et rien n'est identique et rien n'est sériel. Donc, Je peux rajouter rapidement une petite question supplémentaire. En fait, est-ce que actuellement il y a une nécessité ou une pertinence supplémentaire à travailler de plus en plus avec des outils 3D, donc avec Archicad, avec Revit, ou est-ce que vous pensez que on peut encore faire bosser dans la réhabilitation avec en 2D quoi, finalement, c'est un peu. J'allais en parler vite fait. Nous, on a un peu des papilles là, du BIM, on n'y est pas vraiment passé, mais on fait que de la réhab de bâtiments un peu vieux et un peu compliqués. Donc jusque-là, on a un projet de bâtiment neuf, là, de réserve pour le... Ouais. Et à chaque fois, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, c'est vraiment un énorme outil à mettre en place pour quelque chose qui est finalement qui prend plus de temps qu'il en fait gagner. Donc ouais, jusque-là, nous, on bricole encore, mais on sent qu'on va devoir passer bientôt à quelque chose d'un peu plus sérieux. Et oui, on a un projet neuf en ce moment, et donc en plus le client demande du BIM, donc là on passe au BIM, mais on est curieux même de notre réaction à nous, une fois qu'on aura traversé ce projet-là. Est-ce que, étant un peu plus costaud là-dessus, est-ce qu'on va réussir à l'intégrer dans la réhabilitation, ou c'est que des cas particuliers? Nous-mêmes, on est curieux de jusqu'où ça peut nous amener. C'est bien, vous allez avoir plusieurs réponses. En monument historique, on n'en fait pas, ou quasiment pas. On en fait pour faire du projet, en fait. Pour faire du projet, on est en 3D, on est en maquette, on est en dessin. En fait, c'est des outils. Donc, pour le projet, les parties où il y a des choses à concevoir, oui, tout ce qui est existant, on le dessine plutôt en 2D encore, nous, beaucoup. Enfin, voilà, une façade du XIIIe siècle, ça va mieux de le dessiner en élévation proprement que d'essayer de faire une sorte de 3D un peu moche qui ne va pas expliquer l'objet, quoi. Donc on est encore et puis, comme on le disait, il n'y a jamais rien qui est droit. Et en fait, le BIM, il est pensé pour l'orthogonalité beaucoup, quoi. Donc c'est pas forcément... On fait les scans en 3D, on s'approprie l'objet en 3D, mais après on vient le retravailler avec des outils traditionnels de l'architecte, mais on croise les approches parce que chez Trax ils sont tout en 3D. Et donc les agences, on communique, quoi. C'est pas un souci. Donc Moïse, il est tout. Oui, mais pas moi. En fait, on fait quand même, nous, une grande partie de bâtiments neufs. Et du coup, vu qu'on est lié à de la technique, on est lié à des réseaux qu'on demande en 3D, à des structures en 3D, c'est complètement pour nous irréel de penser 2D. J'ai appris à dessiner à l'école tout en 2D. La 3D est arrivée pendant mes périodes de diplôme. Et du coup, on s'y est collé. Moi, j'étais Revit, mais finalement, l'agence, elle est full Archicad. Et en fait, on ne saurait pas faire autrement. On a deux projets en cours avec ABDPA, notamment là on commence un concours d'une école à rénover qui est 90% c'est de l'existant. On a commencé par quoi? On a pris les plans de géomètre et on a monté tout l'existant en 3D parce que ça paraît impossible pour nous
de travailler en 2D sur des bâtiments certes complexes, certes gauches. Il faut qu'on puisse se projeter de manière globale en 3 dimensions. Sinon, on n'y arrivera jamais, de mon point de vue. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'avais une question sur le premier projet et notamment sur la phase concours. Je me demandais, parce que vous avez parlé de votre relation avec la DRAC, avec ces allers-retours constamment entre vous et la DRAC, et je voulais savoir donc plus en détail comment s'est déroulée cette relation et est-ce que le concours était ouvert ou est-ce qu'il y a eu des présélections Alors, ouais, pardon, je n'ai pas laissé finir la question. Donc c'est des privés. En fait, ils organisent des concours comme le public et c'est très très bien pour la création architecturale, etc. Mais c'est eux qui choisissent qui est pris et on a candidaté à rien du tout. On nous a appelé un matin, on nous a dit on aimerait que vous répondiez pour à cet appel d'offres qu'on va vous transmettre. Dites-nous si oui ou non. Et en fait, je connais personne qui a dit non. Donc on a fait ce concours. Et après, la relation avec la DRAC, je vais raconter l'anecdote du Coyo parce qu'elle est quand même un peu drôle. On avait proposé, au lieu d'avoir ces verrières en long le long du bâtiment, de soulever un peu la toiture, comme d'autres manufactures de tabac avaient d'ailleurs été rénovées, en ouvrant et en faisant une fenêtre verticale beaucoup plus, pour nous, on considérait avec l'équipe d'ABDPA, discrète, en soulevant la toiture. Mais la toiture était protégée, inscrite dans le cadre des monuments historiques. Donc ça s'appelle un coyo, cette brisure, vous savez mieux que moi. Et du coup, on a dû faire une présentation de ce coyo à la DRAC, qui a refusé, en considérant qu'on portait atteinte à l'identité historique du bâtiment. Donc ça a été une vraie grosse déception dans le cadre du concours. Et je disais tout à l'heure qu'on avait pensé avoir perdu. Et Hermès nous a redonné une chance en faisant une proposition alternative. Et ça s'est transformé en cette verrière continue avec d'autres problématiques d'ailleurs qui sont liées. Mais du coup, on a fait une présentation. On avait le COMEX, donc tous les gens importants de chez Hermès, qui connaissaient l'histoire de ce coyo qui avait été refusé par la DRAC. Et on était attendus avec 20 personnes qui nous attendaient avec l'histoire du coyo qui a finalement été refusé. Donc, vous voulez dire que, en fait, chaque participant avait une présentation à faire devant la DRAC? Non, notre proposition les 3 propositions des concurrents ont été soumises à la DRAC pour avis, avec des prescriptions et des vétos qui ont été faites en supplément. Mais c'était obligatoire, de toute manière, pour Hermès, vous ne pouvez pas choisir un lauréat et un projet si derrière, il ne pouvait pas être mené à bien en accord avec la DRAC. Donc c'était évidemment dans l'objectif pour eux de gagner du temps par la suite et de présenter ce projet aussi en futur. Moïse vous raconte l'anecdote du Coyo et de cette première intention de projet. En fait, ce qu'on avait dit aussi, parce que nous, on travaille tout le temps avec la DRAC et les ABF de partout en France,
Le conseil que je peux donner, c'est de les associer le plus tôt possible dans les projets pour ne pas avoir des blocages, ou alors le plus tard possible. mais sinon, ou après. Mais non, mais ça, en fait, si vous voulez que le dialogue puisse s'établir et que ça soit itératif, il faut que dès le début, il y ait eu un échange et une validation à minima des grandes intentions. Et donc là, nous, on avait pressenti qu'il allait y avoir plusieurs points de blocage vis-à-vis de l'enveloppe du bâtiment, même si on était quand même assez modeste dans l'intervention. On a assumé de façon très contemporaine les lieux où on venait ajouter des choses, comme la passerelle, on vous a montré. Hein. Mais c'est finalement aussi une négociation qui a été faite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on a fait en sorte de ne pas faire disparaître ni l'ABF ni le conservateur, et on les a fait venir régulièrement. J'ai fait des visites spécifiques au cours du chantier pour leur montrer comment les choses prenaient forme et comment il y avait des arbitrages aussi à faire dans la réalité du chantier, et qu'on ne les faisait pas dans leur dos, mais qu'on voulait quand même qu'ils en aient conscience. Et c'est important parce que les services de la DRAC et les services de l'État ont de moins en moins de moyens pour exercer leurs fonctions, leurs missions. Donc ils sont de plus en plus dans les bureaux et de moins en moins sur le terrain, pour le faire rapidement. Donc ce qui veut dire qu'ils perdent aussi la réalité de ce qu'est un chantier, enfin les deux chantiers qu'on a vus là. Hein. Et quand on les amène et qu'on leur montre le bazar que ça peut être, ça fait redescendre un peu les problématiques sur la couleur des menuiseries, quoi. Enfin, c'est pas le sujet. Enfin, on peut replacer le débat dans un cadre plus raisonnable. Et moi, j'aurais tendance à conseiller de les impliquer assez tôt et pas co-concevoir, mais d'amener ces réflexions dans le cours du projet, quoi. On a le temps pour une dernière question avant de devoir clore cette conférence. Bonsoir et merci pour cette conversation. Ma question s'adresse plutôt à Frix, mais ça marche dans les deux cas, dans le sens où vos deux agences, vous touchez à des patrimoines qui sont importants dans le paysage urbain de la ville, mais aussi historiquement de par l'histoire. Moi, je voulais savoir si, notamment dans ce petit village où on voit vraiment l'impact visuel de l'usine, je suppose que pour les habitants, du coup, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les habitants? Comment le projet il a été accueilli? Et comment vous avez travaillé, du coup, avec les habitants par rapport à... ou s'il y a eu un travail ou pas, en fait, de concertation. Il y a eu ce qu'on appelle une maison du projet. Donc, pendant le chantier, il y avait des algécos sur la place centrale qui permettaient d'expliquer l'évolution du projet et de rendre de façon plus concrète tout le chaos qu'il y avait autour. Mais j'ai pas l'impression il n'y a pas eu de présentation plus que ça. Il y a la moitié du village qui travaille pour le site Verrier, donc en fait les gens sont au courant de ce qui se passe. Non, mais en vrai, c'est vraiment une échelle à laquelle on peut rien cacher à personne. Tout le monde est le concierge de tout le monde. Et je pense que les gens étaient associés en fait aux présentations qu'on a faites intermédiaires dans la grande halle. Tu sais, quand on a fait les quelques présentations, parce qu'on a livré par phase. Donc je pense qu'il y avait pas mal de gens du village qui étaient là. En tout cas, il n'y a pas eu. Ça, je réponds à la question à l'envers. Parfois, on est dans des contextes très compliqués, sur des bâtiments qui sont très sensibles, où il faut vraiment associer les gens, parce que sinon le projet ne se fait pas, ou alors il se fait mal. Là, le projet, il était attendu par nous, par quelqu'un d'autre, mais il était attendu. Et comme il n'a pas fermé, on n'a privé personne aussi de cette chose au milieu du village. Et de ce qu'on a pu voir, nous, en tout cas après la livraison, il n'y a pas eu du tout de manifestations, de gens très en colère. Mais ça fait partie du projet. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça, ou c'est un site qui est un peu à l'extérieur de la ville ou qui est quand même proche des habitations. Il y a le centre-ville historique de Rion, dans lequel on avait déjà construit un autre bâtiment, nous, dans le couvent des Rédemptoristines, juste à côté, un bâtiment contemporain tout neuf. Donc on connaissait le contexte riomois, mais la manufacture est sortie de la ville. Et après, c'est la question aussi du foncier, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste du privé. Donc en fait,
même si c'est un patrimoine collectif, visible, ça devient une propriété privée très vite. Donc en fait, avec aucun échange, il y a eu des échanges publics sur à quoi ça allait ressembler et ce qu'ils allaient accueillir, mais en fait, dès que le bâtiment est livré, c'est caméra, grille, clôture. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur du bâtiment sans y être invité. Et même si vous y êtes invité, vous serez cantonné au sas d'entrée, quoi. Vous n'aurez pas le droit de rentrer dans le site. Donc c'est pas du tout la même philosophie, pas du tout. C'est l'inverse même. Par contre, on a d'autres projets où ils essayent de faire de la concertation sur d'autres bâtiments. Mais ils essayent parce que en fait, finalement, c'est souvent aussi c'est pour faire accepter les projets en général, plus que pour faire participer à la programmation, parce que la programmation est bien en amont et les besoins ne viennent pas des gens. En tout cas, des gens locaux dans des villes denses ou dans des villages, la problématique c'est souvent problématique d'ailleurs, parce qu'on est obligé de faire accepter les projets en bâtiment public, je parle, accepter les bâtiments ou les programmations. Et ça génère des blocages. On a 2 opérations qui sont bloquées d'écoles parce que les maires qui se sont fait élire, personne n'était au courant des projets et ils arrêtent les projets parce que il ne s'est rien passé autour de la communication ou de la concertation. Donc ça génère d'autres problématiques politiques futures. Mais oui, ça vient. Enfin, je veux dire, et heureusement, ça arrive. Mais dans le cas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cas où il y a déjà des problématiques en fait non résolues, et on vient souvent comme un pansement et en fait on peut jamais résoudre tout, donc c'est souvent pour faire accepter le projet nous on se retrouve dans ces débats là, même si on est bien accompagné avec des co-traitants compétents sur la question de la concertation, quoi. Voilà, merci à vous. Merci encore.